Oui, bonjour, je vous salue comme toujours très chaleureusement. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mai 2026. Nous sommes dans la 5e année et c'est le 69e jour de cette 5e année depuis le début de l'invasion à grande échelle. Bienvenue pour ce point de situation. Aujourd'hui, dans le rapport, nous allons à nouveau examiner beaucoup de choses. Comme vous pouvez le voir, c'est encore un direct. Oui, nous avons besoin de direct, c'est le meilleur format pour améliorer notre portée. Vous bénéficiez d'une session de questions-réponses et nous verrons aussitôt son fonctionnement. Je dois vous présenter quelqu'un d'autre. Cette fois, vous ne me voyez pas car d'habitude je suis masqué devant votre écran. La raison en est que je vise encore un certain poste, et pour cela, il est évidemment préférable de ne pas toujours être reconnu en public. Tout cela va se dérouler dans les prochaines semaines ou mois. Regardez, merci beaucoup pour l'adhésion à la chaîne. Je le vois ici en direct. Votre contribution à la chaîne est précieuse. Et bienvenue dans l'Algo Crew. Et ce que je voulais dire, c'est que nous avons quelques, changements. D'une part, un programme que vous pouvez voir ici. Si vous tapez simplement le hashtag question dans le chat en direct cette fois-ci, alors vous pourrez ajouter une question par la suite, donc en gros hashtag question, puis poser votre question. Elle m'apparaîtra ensuite comme ici. Oui, elles seront toutes listées ici pour moi. Vous connaissez déjà ce principe, c'est similaire chez Thorsten Herrlich. Les questions s'afficheront ici. Vous pourrez les classer, mettre en avant les plus importantes, et je pourrai les marquer comme répondues. C'est beaucoup plus simple qu'avant, quand tout se passait sur Discord. Exactement. Je peux aussi vous montrer autre chose. Comme je l'ai dit, je ne suis plus devant la caméra car certains spectateurs ont mal réagi à ma présence avec la bouche. C'est un peu bête. J'ai mieux. La chaîne. Vous voyez mon scotch chaîne ici en bas à gauche de l'image. Il soutient bien sûr les deux modérateurs ici dans le chat avec des arrière-plans esthétiques. C'est pourquoi je dirais qu'on ne va pas traîner trop longtemps. Commençons, regardons à nouveau la carte. Voyons ce qui s'est passé dans le passé. Et je vois que des adhésions à la chaîne sont offertes ici. C'est fou. Mais je ne m'attends pas à autre chose de cette communauté. C'est tout simplement la meilleure communauté qui existe. En parlant encore de la meilleure communauté, il existe sur YouTube une intelligence artificielle interne qui se trouve dans la section YouTube Studio et cette IA analyse vos propres vidéos et contenus et les compare aussi avec d'autres, en fait de manière générale, mais aussi restreinte à sa propre chaîne. Et récemment, j'ai demandé ce qui était vraiment fort sur la chaîne, et en fait je faisais référence au sujet. Et l'IA a dit que la Algo Crew est l'un des atouts les plus puissants de cette chaîne. Vous pouvez vous féliciter. Vous êtes présents sous chaque vidéo. Vous êtes les meilleurs, vous le savez aussi. Et c'est super que vous soyez à nouveau présents. Maintenant, je vois qu'il y a ici des membres de la chaîne à n'en plus finir. Tout est super. Alors, regardons à nouveau. Je dirais qu'on va commencer par ça. Une vidéo assez intéressante que j'ai trouvée. Parce que parfois, l'innovation ne vient pas d'une nouvelle technologie, mais justement de l'improvisation. On le voit des deux côtés. Les Russes ont montré un grand talent d'improvisation, sans aucune connotation négative. Côté ukrainien, de nombreuses improvisations naissent aussi de la nécessité. On en a un exemple avec ce véhicule du génie modifié de type BTM-3, utilisé par des soldats de la 28e brigade ukrainienne, brigade mécanisée. Il a reçu une mission totalement nouvelle. À l'origine, ce véhicule a été conçu pour creuser rapidement des tranchées. Et la technologie derrière cela repose en effet sur une ancienne conception soviétique, notamment avec des composants issus du châssis du T-54, mais au lieu de déplacer de la terre, il sert à tout autre chose. Grâce à des modifications ciblées et à l'initiative personnelle, la machine a été adaptée pour poser des barbelés rapidement, efficacement et surtout de façon efficiente, là où le travail manuel serait presque impossible. Cela montre notamment clairement comment les exigences sur le terrain évoluent, car ce qui était à l'origine prévu pour une toute autre tâche devient soudainement une solution pratique à des problèmes actuels. Et cela paraît très judicieux une fois mis en œuvre, et c'est en tout cas plus pertinent que le fait que l'autre camp utilise encore le T-54 comme char de combat. Voilà à quoi cela ressemble en coupe latérale. Donc ici on voit 3 rouleaux de fils barbelés autant dans ce cas, qui sont simplement déposés ici. Ici, nous voyons une construction très intéressante. 2 côte à côte, un au-dessus. C'est l'une des méthodes de construction les plus efficaces pour exactement ce type de enchevêtrement de barbelés. Et on voit bien l'Ukraine, ils construisent surtout le long de la ligne du Dnipro. Elle se trouve à peu près ici. Au nord-ouest de Pokrovsk, elle passe par exemple. Donc ici, dans cette zone.
Et le long de cette ligne ici, beaucoup de choses ont été construites. Il y a en quelque sorte des tranchées anti-chars. Ensuite, il y a encore des tranchées anti-chars là-bas. Ensuite, des remblais de protection, puis il y a, je vais les appeler des mini-dents de dragon là-bas, donc en quelque sorte des dents de dragon plus ou moins légères, qui n'ont pas été coulées dans le sol, mais plutôt transportées et déposées là. Et ensuite, elles sont reliées par un câble en acier, ou alors plutôt un treillis métallique. Et on voit aussi très souvent exactement ce genre de choses là-bas, comme cette roue hérissée ici, ce qui est bien sûr assez amusant. Celui-ci n'est même plus là pour que, comme à l'époque, par exemple pendant la Première Guerre mondiale, l'infanterie puisse s'y empêtrer, y rester accrochée ou simplement bloquer des chemins. Celui-ci sert justement, à canaliser les mouvements adverses. Les Ukrainiens érigent des lignes de défense très difficiles à franchir, défendues surtout par des drones. Où les défendent-ils ? Dans des brèches qu'ils ont laissées ouvertes, ils en ont besoin, sinon ils couperaient leurs propres troupes. Si la ligne de défense ici était totalement fermée, les troupes ukrainiennes de Rudensk ne pourraient d'un plus accéder à l'arrière et seraient cantonnées coupées, ce qui serait évidemment mauvais. Il y a toujours une ouverture ou une autre, et ce sont ces ouvertures qu'il faut défendre. Pour la défense elle-même, c'est évidemment une bonne chose. On a besoin de peu de force pour défendre une toute petite zone. Pour les Russes, cela présente l'avantage d'avoir une zone où ils n'ont pas besoin de lutter aussi durement, ou de disposer d'une grande capacité de génie pour pouvoir la franchir. Cela signifie que ces zones sont très importantes pour les deux camps. Elles apportent leurs propres avantages, mais aussi leurs propres inconvénients, il faut bien le dire. Ils se concentrent sur ce genre de zone. Grâce aux barbelés ou levées de terre, ils cherchent à diriger les troupes russes vers des zones précises. Elles s'y rendent et lancent l'attaque car c'est le passage le plus facile. C'est là que les Ukrainiens combattent surtout les troupes russes avec des drones. Et si les Russes parviennent à passer, d'autres drones suivent. Et s'ils continuent malgré tout à avancer, il y a encore des champs de mines. Et s'ils avancent encore, alors ils arrivent à la toute première ligne de défense. Je vois justement un don de 24 €, merci beaucoup pour ça. Vous soutenez vraiment la chaîne de manière significative. Surtout aujourd'hui, j'expliquerai cela plus tard dans le stream. Oui. Celle qui est nécessaire, c'est bien sûr à Tuapse, parce qu'à Tuapse, ça brûle encore, comme on peut très bien le voir ici. Nous voyons ici un incendie, oui, assez central dans l'installation après plusieurs incendies que nous avons vus ces derniers jours. On se demande bien sûr, combien y en a-t-il eu jusqu'à présent ? J'ai rapporté ici presque chaque jour des incendies en cours ou de nouveaux incendies. Jusqu'à présent, c'est comme ça. Le 1er mai, c'est-à-dire le jour où cette vidéo a été réalisée, a été la première frappe du mois de mai, logiquement. Avant, il n'y en avait pas. Mais c'est aussi la 4e frappe en 30 jours, c'est impressionnant. Tuapse, au cas où vous ne sauriez pas où cela se trouve. C'est ici, près de la mer Noire. Je remarque un autre don de 5 €, merci beaucoup. C'est près de la mer Noire. C'est ici. Là se trouve Tuapse. Et là, il y a un port très très important pour les Russes, aussi important que Novorossiysk, parce que la flotte de la mer Noire a été répartie entre Novorossiysk et Tuapse. Et la dernière partie, elle se trouve ici, dans la flotte de la mer Noire, au quartier général à Sévastopol. Vous voyez ici vous-même le clin d'œil. Certains le connaissent déjà. Ici, il est écrit « flotte moins noire ». La carte de situation contient quelques clins d'œil cachés. Vous pouvez les découvrir vous-même grâce à l'accès à la carte. Depuis que nous avons atteint les 20 000 abonnés, Tuapse, c'est crucial. Le pétrole y est exporté, d'autres marchandises importées, et on y raffine beaucoup. Et cela est très important du côté des Russes. Parce qu'ici, c'est en quelque sorte la dernière étape où il est question d'argent. Et si celle-ci tombe, il n'y a tout simplement pas d'argent. Ils ont surtout besoin d'argent pour la guerre. Et comme la Russie n'est pas un pays de technologie ou de services, mais plutôt un pays de matières premières, il est évidemment indispensable de pouvoir expédier ces matières premières. Je vois à l'instant encore 5,99 €. Merci beaucoup à ce propos. Ce qui est donc très important. L'installation brûle encore une fois. Elle brûle encore une fois. C'est difficile à décrire. Comment se fait-il qu'il n'arrive pas à défendre un port aussi important ? Nous allons y venir. C'était en fait une question rhétorique. Je le répète pour le don de 5 €. Je le vois en ce moment. Comme les dernières fois, ça commence par un petit incendie. Les pompiers ne sont pas en mesure d'éteindre cet incendie. Pourquoi ne le peuvent-ils pas ?
Ce n'est pas dû à une quelconque incompétence. Non, bien au contraire. Les pompiers font vraiment tout ce qu'ils peuvent. Ce n'est certainement pas de leur faute. Mais un tel incendie, comme vous le voyez en arrière-plan, nécessite vraiment beaucoup de moyens. Et pour les pompiers russes, d'après ce que j'ai pu apprendre, ils ne manquent pas forcément de personnel. Le problème, c'est plutôt le manque d'équipement. Vous pouvez bien imaginer, ceux parmi vous qui sont pompiers le savent sûrement, qu'il ne suffit pas d'arriver ici avec de petites tuyaux D ou de petites tuyaux C et de commencer à éteindre avec 23 véhicules. Non, c'est vraiment une situation d'urgence majeure. Il faut vraiment mobiliser énormément de moyens ici. Il manque beaucoup de matériel lourd. Pourquoi ? Eh bien, les Ukrainiens ont attaqué de nombreuses raffineries auparavant. Le matériel s'use et il n'y a pas de remplacement, alors que beaucoup venaient de l'Occident. Ce qui ne venait pas de l'Occident n'a tout simplement pas été produit en quantité suffisante. Ou alors, il manque les moyens financiers. Oui, car la guerre coûte cher et il faut économiser ailleurs. On réduit peut-être aussi les dépenses pour les pompiers ou leur équipement qui est généralement très coûteux. Et si cet équipement manque et que les Ukrainiens continuent malgré tout de lancer des attaques, alors on voit ici à l'arrière-plan une crise de grande ampleur qui ne peut plus être contrôlée. Les Russes ont donc à la fois trop peu de force et trop peu d'équipement pour éteindre de tels incendies. Donc, ils sont en arrière-plan. L'habitant russe ici, d'ailleurs, se plaint, comme la plupart des gens autour de Tuapse, que la situation est tout simplement difficile. Pour le dire ainsi, vous savez ce que signifie « difficile ». L'incendie s'est de nouveau complètement propagé ici. La dernière ou la plus grande partie de l'installation continue également de brûler ici. C'est bien sûr surtout pour les habitants sur place un signe que cette guerre est quand même un peu plus proche ou un peu plus efficace qu'on ne le pense. Oui, quand on ne remarque pas tant la guerre, on peut le comprendre aussi. La Russie est un très grand pays. La Russie est un pays où le niveau d'éducation est très inégal, et bien sûr, comme chaque pays, naturellement. Mais je dois bien sûr dire que le flux d'informations et la presse là-bas sont différents de ceux des pays occidentaux auxquels on pourrait comparer. Et là, il faut dire que si on ne s'intéresse pas vraiment à la guerre, mais qu'on veut juste savoir en passant comment ça se passe, on vous dit que tout va toujours bien. Tout est super. Et ça fait, je ne sais pas, maintenant 1530 jours qu'on gagne en Ukraine sans interruption. Oui, alors c'est évidemment difficile. Quand on voit que la raffinerie vient d'être attaquée pour la 4e fois en 30 jours, on ne peut plus faire comme si de rien n'était. Plus ou moins, ça brûle à peu près partout. Et bien sûr, c'est évidemment un signe, oui, tout simplement d'incertitude. Oui, c'est exactement ça. Et je pense que ce ne sera pas la dernière attaque. Tu crois qu'il ne reste plus grand-chose ? Merci pour les 24 €. Je vois un message dans le chat. Merci beaucoup pour ça. Cela soutient vraiment la chaîne de manière significative. Maintenant, c'est la question. On revoit Benz. On se dit que c'était déjà comme ça avant. Les Russes ont de nombreuses raffineries, surtout à l'ouest. Les Ukrainiens en ont attaqué certaines. Les spectateurs présents depuis plus longtemps le savent aussi. Ils disent, les Ukrainiens ont d'abord attaqué la raffinerie, puis 2 jours après une autre, puis, 2 jours plus tard, une station de pompage de pétrole. Peut-être que le lendemain, c'était encore un dépôt de pétrole et ils étaient dispersés. Nous constatons ce que j'avais supposé jeudi dans le rapport de situation. Une sorte de changement de stratégie semble se dessiner côté ukrainien, surtout comparé aux 3 dernières grandes attaques. On constate que les Ukrainiens n'attaquent plus toutes les raffineries simultanément. Nous voyons maintenant que les Ukrainiens se concentrent surtout sur les raffineries et les attaquent jusqu'à ce qu'elles ne soient plus opérationnelles. Une raffinerie, c'est en effet, oui, elle est plus ou moins organisée en plusieurs étapes de traitement. Il y a une section pour ceci ou cela, quelque chose y est au raffiné, puis cela passe à la section suivante, et ensuite le produit, ou selon ce que l'on veut produire à la fin, est continuellement raffiné, et à la fin, on obtient ce que l'on souhaite. Si un maillon de la chaîne tombe en panne, la production s'arrête jusqu'au remplacement de la pièce. C'était la stratégie initiale des Ukrainiens, car il était peu coûteux d'attaquer des parties majeures de l'installation, qui n'existent qu'en Occident, ou sont sanctionnées, ce qui complique leur obtention pour les Russes. Oui, c'est possible, mais une raffinerie compte généralement 3 ou 4 lignes de production parallèles que les Ukrainiens doivent toutes viser. Si un élément n'est pas correctement touché, les Russes parviennent tout de même à leur fin grâce à des improvisations, souvent au détriment de la sécurité au travail. À produire quelque chose d'utilisable ou à maintenir la production à peu près en marche. Oui.
On constate que cela ne suffisait pas aux Ukrainiens qui commencent à détruire des stations clés. C'est très intéressant, surtout en comparaison avec d'autres, parce que ce qu'on voit ici à Tuapse, ça ne peut plus être reconstruit en 2 ou 3 mois ou réduit à une certaine capacité pour continuer à fonctionner. Vous détruisez ça, et ce, jusqu'au bout. De près aussi, il y a une vidéo ici, une vidéo d'un pompier qui fait visiter les parties partiellement brûlées de la raffinerie. Comme je l'ai dit, c'est une perte totale, il n'y a presque rien à sauver. Bâtiments administratifs et réservoirs de pétrole. Que dire de plus? Comme je l'ai dit, il n'y a plus rien à sauver, là-bas ça brûle encore. Les efforts d'extinction sont quasiment terminés, on voit aussi des tuyaux d'incendie vides au sol. C'est tout ce qui reste comme mesure actuellement. Mais on le voit bien, au final, ça ne fera plus vraiment la différence. À ce propos, merci pour les 2 € dans le chat, il y a aussi une nouvelle image satellite. Cette image satellite, ce n'est pas OAP7. OAP7 est bien plus grand, on l'a déjà regardé récemment. C'était juste un bref compte-rendu des derniers jours avec quelques images satellites. Je n'ai pas de star actuellement. Mais ceci est une image qui, à mon avis, explique très bien la guerre. Je ne suis pas sur la bonne image, désolé. C'est l'installation près de Perm, pas OAP7 comme je l'ai dit. Ce sont des images satellites. Ici, ça brûle depuis 5 jours. L'installation près de Perm a encore quelques réservoirs de carburant, à l'arrière, déjà brûlés lors de la première attaque. C'était la deuxième attaque à Perm, il y a 5 jours. Ici, cela a concerné ces réservoirs-là. Au final, il ne reste effectivement que ces 4 qui sont encore devant. Oui, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il y ait à nouveau une attaque qui va probablement se concentrer sur ces réservoirs ici, puisque le reste de l'installation est déjà devenu largement hors d'usage. L'image dont je voulais vraiment parler, c'est celle-ci. Également de Perm, à mon avis, elle explique assez bien la guerre. En effet, au premier plan, on voit des gens dans un cimetière. Dans ce cimetière se trouve un mémorial, visible ici avec ses fleurs. C'est le symbole du groupe Wagner. C'est également une pierre commémorative ou un monument du groupe Wagner avec leur drapeau et leur logo visibles sur la pierre. Probablement des proches ou des camarades de ceux qui déposent ici des fleurs et, à l'arrière-plan, vous le voyez vous-même, la raffinerie en feu. C'est une image assez, je dirais, intéressante qui illustre assez clairement la situation de cette guerre. Oui, de lourdes pertes du côté russe, une population qui connaît aussi cette guerre. Mais en même temps, on le voit aussi dans les uniformes, même ici pour les enfants. Oui, on voit qu'ils soutiennent cela aussi, ou qu'ils y participent, ou qu'ils ont ce lien militaire, tandis qu'en arrière-plan, une raffinerie est en train de brûler, et elle ne brûle que parce qu'ils ont envahi le pays voisin, il faut s'imaginer cela. On voit tout dans cette image. Comme je l'ai dit, les seuls profiteurs, car ceux qui sont ici devant, ce ne sont pas des profiteurs de guerre, non, ce sont ceux qui doivent vivre avec les conséquences de la guerre. Que ce soit bien ou non, chacun peut bien sûr en décider pour lui-même. Mais en tout cas, ils ont des pertes à déplorer, qui n'existeraient pas s'ils n'avaient pas envahi. Et ces pertes, oui, on les voit justement ici répartir en arrière-plan ou ici de ce côté, et bien sûr aussi des pertes économiques en arrière-plan. L'économie, notamment de guerre, reste la grande gagnante de ce conflit, surtout l'industrie florale. Je le répète souvent. Pourquoi l'industrie florale? Regardez vous-même. Je n'ai pas besoin d'en dire beaucoup plus à ce sujet. Aussi triste ou macabre que cela paraisse. En temps de guerre, il y a bien sûr toujours des profiteurs. Oui, maintenant c'est comme ça. Les raffineries sont attaquées, les dépôts de pétrole sont attaqués. Que peut-on faire dans ce cas-là? La défense aérienne russe n'est pas capable d'intercepter et de couvrir tout. C'est un sujet que j'aborderai plus tard. Mais il doit y avoir des idées. Et alors que fait-on? Si on n'est pas en mesure de protéger le peuple, eh bien le peuple doit alors se protéger lui-même. Et cela nous amène à un article très intéressant. Je l'ai déjà mis en ligne sur Telegram l'autre jour. Quelques mots à ce sujet. En Russie, on discute actuellement d'une mesure très inhabituelle. Les entreprises pourraient à l'avenir être tenues responsables de leur propre défense. Le déclencheur est une proposition venant justement de la Douma d'État. Le député Sergueï Mironov exige que les grandes entreprises créent leurs propres unités pour se protéger contre les attaques de drones. L'accent porte sur les entreprises énergétiques et d'autres secteurs stratégiques qui doivent mieux coopérer avec le ministère de la Défense et sécuriser leurs installations.
Le contexte est une nouvelle réglementation légale qui permet aux sociétés de sécurité privée d'utiliser des armes légères pour protéger les infrastructures critiques. Ainsi, les conditions juridiques sont réunies. Il s'agit maintenant d'utiliser ces possibilités de manière cohérente. Mais Mironov va encore plus loin. Pour lui, il ne suffit absolument pas que les entreprises aient le droit de se protéger. Selon lui, elles devraient y être obligées. La justification doit être très claire. Les ressources de l'État sont limitées, surtout en période d'exigence de sécurité accrue. Les acteurs économiques majeurs doivent aussi prendre plus de responsabilités, ce qui constituerait un changement notable. La sécurité ne serait alors plus uniquement la responsabilité des forces de l'État, mais ferait aussi partie intégrante de la structure même des entreprises. Parallèlement, la pression pour agir rapidement augmente. Pour les événements politiques majeurs et la hausse des attaques sur les infrastructures, on demande de lever rapidement les freins administratifs et d'instaurer vite des mesures de protection. Deux choses sont très intéressantes. D'une part, il faut bien sûr dire oui, il est logique de donner aux entreprises l'autorisation de se protéger plus ou moins elles-mêmes. Oui, je pense que c'est aussi dans l'intérêt de nombreuses compagnies d'assurance. Elles peuvent dire « Regardez, on peut constituer une équipe anti-drone relativement peu coûteuse et montrer à l'assurance que nous nous protégeons aussi nous-mêmes. » Il se pourrait alors que les cotisations, qui ont augmenté récemment en raison du danger des drones et des dernières attaques de drones de ces derniers mois, puissent éventuellement baisser ou qu'il y ait certaines subventions de la part de l'État. D'un autre côté, cela montre bien sûr aussi l'échec total de l'État, car il n'est plus capable de protéger tous ces domaines ici. Merci pour les 2 € dans le chat, au fait. Et si on n'est plus capable de protéger son peuple, qu'est-ce qu'on est censé faire d'autre? Quelle image cela donne? Vous êtes employé et devez apprendre que l'entreprise doit désormais assurer sa propre protection, car l'État, qui a initié cette guerre, n'y parvient pas. Vous êtes désormais en danger dans votre pays, car l'État, qui a déclenché cette guerre, ne parvient pas à protéger ses installations. Et il faut dire, bien sûr, on peut remonter loin dans le passé. On peut bien sûr argumenter qu'un tel scénario n'aurait jamais été envisageable du côté russe, en raison d'une naïveté absolue, d'une vision à court terme et d'autres raisons, peut-être tout simplement... Oui, je dirais... l'arrogance. À l'époque, on imaginait que l'opération spéciale durerait 3 jours, voire 3 semaines, et après 3 jours, la première parade de la victoire était déjà prévue. Tout cela avec des feux d'artifice, bien sûr, et il est évidemment difficile de concilier cela avec le fait que nos propres installations brûlent maintenant, du côté russe, bien sûr. Que signifie aujourd'hui la menace des drones ? C'est très difficile. La Russie atteint ses limites pour défendre contre les attaques actuelles. Les menaces augmentent et surgissent simultanément à divers endroits. Il ne s'agit pas seulement d'attaques contre des installations industrielles, mais aussi contre, par exemple, telle usine de munitions ou d'explosifs, comme nous l'avons vu récemment. Cela les concerne aussi. Et cela rend une défense généralisée bien sûr irréaliste. Surtout dans le sud, notamment à Tuapse, cela devient particulièrement visible. Mais le véritable problème est bien plus profond. Protéger un pays aussi vaste, en même temps, à tout moment et partout, cela demande d'énormes ressources. Et celles-ci ne sont pas disponibles en quantité illimitée. C'est pourquoi une compétition silencieuse existe autour des priorités. Que protéger, quel système privilégier et quelles régions devront se contenter de moins. La décision a justement des conséquences. La protection en un lieu signifie actuellement moins de protection ailleurs. Cela signifie que les Russes disposent d'un certain nombre de canons anti-aériens ou de moyens de défense anti-aérienne. Et s'ils disent maintenant qu'ils priorisent, par exemple, tel ou tel port pétrolier, alors cette priorité disparaît pour les autres ports pétroliers. Même au sein de la direction politique, la prise de conscience progresse lentement qu'il n'existe plus de zones totalement sûres. Même les régions centrales ne sont plus automatiquement invulnérables. Ainsi, certaines mesures politiques relèvent plus de la gestion des risques que de la force. L'objectif essaie de gagner du temps, réduire la pression et limiter sa vulnérabilité. Mais le véritable problème demeure. Et en effet, lorsqu'on sécurise des secteurs clés, de nouvelles failles apparaissent. Et c'est précisément cette dynamique qui rend la situation si difficile à prévoir. La défense, en revanche, doit concentrer ses ressources et devient alors inévitablement plus faible à cet endroit. Au final, il en résulte un dilemme structurel. Plus on essaye de sécuriser certains secteurs clés, plus cela devient difficile. Et cela rend bien sûr le contrôle difficile. À ce propos, merci pour les 20 €. Je pense que nous atteindrons notre objectif aujourd'hui. Très cool. Continuez comme ça.
Vous soutenez vraiment la chaîne de manière significative. Comme vous pouvez le voir, mon chien a tout simplement disparu. Ce n'est pas idéal pour un technicien de streaming. Et le voilà déjà de retour. Passons aux 23 €. Avec le streaming, il y a eu un problème. YouTube a souvent démonétisé mes vidéos pour avoir montré une explosion ou quelqu'un tirant, comme vous le savez. Ça a toujours été difficile pour eux, car cela ne correspondait pas à leur philosophie publicitaire. Je ne reçois donc aucun revenu grâce au stream. J'ai pu faire le travail. Les streams, eux, restent toujours démonétisés chez moi après quelques secondes. Allez savoir pourquoi. Je le poste ensuite à chaque fois sur Telegram pour pouvoir encore râler là-bas. À ce niveau-là, c'est vraiment super quand des gens font des dons ici, pour que je n'ai pas à supporter entièrement les frais de la chaîne. Merci beaucoup pour ça. Les frais de la chaîne, oui, il y a beaucoup de coûts. Je collecte beaucoup d'informations. J'obtiens énormément d'informations, tirées des sources. Bon nombre de ces sources sont payantes. Je les finance moi-même. Et pourtant, je vous propose chaque jour un rapport gratuit. Chaque jour, depuis maintenant presque 4 ans, les petits dons de la communauté sont très appréciés, car ils aident à équilibrer les choses actuellement. Merci encore à tous les membres de la chaîne. Surtout à la lieutenant-colonel Renike Siladutich Ferdi Meyerhofer. Je peux maintenant le dire sans problème. Mais à part ça, au-delà des attaques de drones, un autre sujet est très important. Regardez la date. C'est bientôt le moment. Le 9 mai approche à grands pas. Que se passe-t-il le 9 mai ? Eh bien, le 9 mai du côté russe, on célèbre la victoire dans la Grande Guerre, ou dans la Grande Guerre patriotique. Il parle de la victoire sur l'Allemagne nazie. Ce n'est pas du tout un problème. Mais ce défilé, tel que nous l'avons vu ces dernières années, est également utilisé à des fins de propagande pour la guerre d'agression en Ukraine. On veut aussi présenter la guerre en Ukraine comme une sorte de victoire, et c'est un problème. Parce qu'il n'y a plus de séparation stricte entre la guerre d'origine, pour laquelle ce défilé a lieu, et ce qu'ils ont fait depuis lors. Car la guerre en Ukraine n'est pas la seule. Et que signifie ce danger maintenant ? Vidéo de Peskov très intéressante. Merci pour les 10 €. Nous pouvons jeter un œil à cet extrait. Il s'agit ici du défilé du 9 mai ou de questions à ce sujet. Il y a eu une petite interview. Je dirais que vous pouvez y jeter un coup d'œil rapidement. Oui, vous l'avez lu vous-même. Avant de répondre, j'ai remarqué dans le chat des adhésions à la chaîne offerte. Merci pour cela. Allegriach en a également reçu un. Je connais déjà beaucoup de spectateurs par leur pseudo par cœur. Allegriach fait partie de ceux-là, ou plutôt c'est celui qui arrive à être le premier à commenter sous presque chaque vidéo depuis plusieurs années. Bienvenue. Content que vous soyez à nouveau avec nous à ce moment-là. Il faut aussi saluer certains membres. Comme le Westphalien ici, Shorty et bien d'autres que je ne peux pas tous citer, sinon je prolongerai le stream sans fin. Ce serait l'opposé de la raison d'être de cette chaîne. Mais venons-en à la déclaration. Je vais l'appeler intéressante pour l'instant. Parce que le Kremlin s'est positionné sur plusieurs points, et ensuite nous avons vu une déclaration tirée de toute cette interview. Et la déclaration, comme on vient de le voir, donne un aperçu assez clair de la ligne actuelle de la Russie. Ou plutôt du Kremlin, pour être précis. Sur ce sujet, le ton reste clair. Moscou n'attend apparemment aucune réaction de Kiev concernant un éventuel cessez-le-feu autour du jour de la victoire. Le message sous-jacent, la décision sera prise indépendamment de l'accord de Kiev. Je ris un peu. Comment cela pourrait-il marcher ? C'est comme si l'Allemagne, ou plus précisément le Troisième Reich, pendant la Seconde Guerre mondiale, lors des premières retraites, avait simplement dit « Et alors on a un peu discuté entre nous. » Enfin, entre nous, bien sûr. Et on a décidé unilatéralement qu'il y aurait un cessez-le-feu pendant quelques jours. Cordialement, la Wehrmacht. Merci de ne plus attaquer pendant les prochains jours. Merci beaucoup. C'est à peu près comme ça que ça sonne. C'est évidemment difficile.
Parce que comment une seule partie peut-elle décider d'un cessez-le-feu? Comment pouvez-vous dire que l'accord de l'autre camp n'est pas nécessaire? Comment cela pourrait-il fonctionner? Revenons à la guerre en Ukraine. La décision d'un éventuel cessez-le-feu autour du 9 mai ne dépend que de Poutine. Aucune date précise n'est fixée. En même temps, Moscou attend, comme Peskov l'a lui-même ajouté à la toute fin, encore une réaction officielle de Kiev. Mais elle ne serait pas nécessaire puisqu'elle ne servirait qu'à démontrer une intention appropriée. Elle serait donc purement symbolique. C'est ce que nous voyons ici dans la dernière phrase. D'abord, il dit « Oui, donc le cessez-le-feu, personne n'a besoin de l'approuver. Nous décidons simplement cela. » Et ici, ce serait « Oui, ce serait bien s'il répondait or quand même. » Ce serait purement symbolique, juste pour montrer une bonne intention. C'est difficile à défendre. Mis à part cette, disons, déclaration intéressante, il y avait encore quelques autres choses qu'il a mentionnées et qui n'apparaissaient pas dans la vidéo. Mais je les ai résumées pour vous. Tout d'abord, il s'agissait de politique étrangère. Selon le porte-parole du Kremlin, Donald Trump n'a pas été invité au défilé militaire du 9 mai à Moscou. Il n'a pas été invité. C'est évidemment un signe clair qui montre à quel point on reste actuellement réservé, même en ce qui concerne les gestes symboliques. En même temps, le Kremlin doit évidemment faire face aux attentes et il souhaite également voir des avancées diplomatiques rapides. On dit qu'une simple conversation entre Poutine et Trump ne changerait guère la situation mondiale. Les conflits sont actuellement trop nombreux et bien trop complexes. Si l'on se souvient, les discussions entre Trump et le Kremlin n'ont guère eu d'effet, même avant les autres conflits. C'est presque une perspective sombre, et je dis merci pour les 20 € suivants dans le chat. Merci beaucoup, nous nous rapprochons de plus en plus de l'objectif. Vous aidez vraiment à maintenir la chaîne en activité. Sur le plan économique, la situation reste mitigée. Malgré l'insistance sur la fiabilité des chiffres officiels, on reconnaît une baisse du PIB, signe des difficultés de l'économie russe. De manière générale, et je dois le souligner encore une fois avant de voir ce commentaire 1000 fois, l'économie russe, en fin de compte, elle stagne, augmente ou baisse parfois. En ce moment, il est difficile de dire la tendance, mais probablement plutôt à la baisse pour l'instant. Pourquoi a-t-elle continué d'augmenter ces dernières années? Parce que l'État dispose de nombreuses ressources publiques et peut les investir dans son industrie de l'armement. L'industrie de l'armement est extrêmement soutenue et encouragée, et on peut aussi constater que l'économie en général augmente, justement parce que l'économie de guerre connaît une forte croissance. D'un autre côté, nous voyons depuis l'année dernière ou depuis peu de très nombreuses entreprises qui font faillite. De nombreuses hausses d'impôts et propositions compliquent bien la vie en Russie pour les citoyens. C'est une conséquence involontaire de leur choix, il faut le reconnaître. Par exemple, à cause des taux d'intérêt élevés qu'il faut payer, ou bien par tout simplement des charges élevées. Vous savez, la retraite russe n'est pas élevée. Elle est d'environ 240 €. Le salaire russe est d'environ 800 €. C'est assez difficile, je dirais. Oui, il faut le dire, bien sûr. En Russie, beaucoup de citoyens gagnent autour de 800 €, parfois seulement 600 €, tout en payant un loyer. S'ils sont propriétaires, c'est moins difficile. Mais avec un loyer à payer et le beurre à 4 ou 5 €, c'est très cher. Et tout cela, bien sûr, à cause d'une guerre. Mais la Russie, c'est-à-dire le Kremlin, se soucie peu des citoyens ordinaires, qui lui sont assez indifférents. Ce qui est important, c'est qu'ils gagnent cette guerre d'une manière ou d'une autre, et le Kremlin pense toujours que plus ils investissent d'argent et de moyens dans l'armée, plus ils avancent sur le front. Ce qui est un peu difficile dans un système comme celui de la Russie à cause de la forte corruption. Je ne dis pas que c'est différent en Ukraine. Oui, il y a bien sûr aussi de la corruption en Ukraine. Il n'y a même pas besoin d'en parler. Mais surtout en Russie, il y a eu énormément de cas de corruption et il y en a encore beaucoup aujourd'hui. Et on le voit surtout aussi sur le front. Même les soldats sont souvent exploités par leurs supérieurs dans de nombreuses vidéos de plaintes. Ils doivent payer de l'argent de protection. Imaginez cela. Imaginez, vous vous engagez volontairement. La plupart des Russes au front y sont attirés par les grosses tanks de sommes qu'on leur a promises. On leur promet qu'ils recevront une grosse prime spéciale. On leur promet qu'ils auront un bon salaire. Ils vont au front et parfois ils reçoivent aussi un salaire. Certains ne reçoivent pas de salaire, comme nous l'avons vu. Ou plutôt dans ce cas-là. Ensuite, ils sont au front et doivent alors veiller à obtenir de l'argent liquide ou à effectuer des paiements via les membres de leur famille auprès de leurs commandants. Les commandants les épargnent souvent lors de l'attaque suivante. On ne part pas dans la première vague, mais plutôt dans la deuxième, la troisième, où on reste plus en retrait, assez passif. La première vague est généralement composée de personnes qui se sont mal comportées envers le commandant.
Donc injuste signifie bien sûr injuste du point de vue du commandant. Tessateur, première vague. On peut plus ou moins encore mieux argumenter. Des gens qui, par exemple, ne versent pas d'argent de protection. Dans des unités où cela existe, ce n'est bien sûr pas le cas dans toutes les unités, mais il y a eu des rapports sur certaines unités et nous avons vu la plainte nous-mêmes. Et s'ils ne paient pas, ils sont envoyés au casse-pipe. S'ils disent quelque chose de stupide, ils sont envoyés au casse-pipe. S'ils se saoulent et se battent, ils sont envoyés au casse-pipe. S'ils disent quelque chose de mal, ils sont envoyés au casse-pipe. S'ils révèlent les actes du commandant, ils sont envoyés au casse-pipe, c'est-à-dire côté russe, neutralisé. Vous connaissez déjà ce terme, vous pouvez l'intégrer à votre vocabulaire. Je vois encore une fois, il y a 20 €. Ensuite, un grand merci pour ça, nous en sommes déjà à 5 sur 10, c'est vraiment incroyable. Je pense que c'est un bon stream. Je trouve ça bien que vous ayez une communauté aussi formidable, qui m'aide aussi sur ce point. Pour m'en sortir, comme dit, une telle chaîne n'est pas gratuite. Il y a des revenus publicitaires et certains m'envoient parfois 1 ou 2 € sur PayPal. Mais la plupart, comme je l'ai dit, sert principalement, oui, en fait, à l'obtention d'informations au sens large, ou bien à l'achat de nouveaux patchs pour vous. Ou pour des projets. D'ailleurs, vous pouvez vous en réjouir. Il y a encore quelque chose dans le pipeline qui vont être assez intéressantes. Je souhaite vous montrer rapidement quelque chose avant de passer au sujet suivant. En effet, vous le voyez vous-même, ceux qui participent à ce défi des 20 €, la plus grande donation recevra quelque chose. Et un autre don provenant de ce cagnotte des dons de plus de 20 €, un don aléatoire. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. En effet, ici c'est une médaille Warntag. Il n'y en a exactement que 100 exemplaires. 13 d'entre elles ont déjà été distribuées. À qui sont-elles remises? Elles sont remises à des personnes qui, par exemple, ont le statut de lieutenant-colonel. Elles sont remises à des personnes qui se sont montrées très actives sur la chaîne, qui m'ont aussi aidé, par exemple, à recueillir des informations. Par exemple, ceux que je connais, qui sont au front et qui restent toujours en contact avec moi, dont je reçois aussi des informations, à qui je veux simplement rendre hommage, et bien sûr aussi à des spectateurs. Je n'en suis pas encore là, j'y ai déjà pensé, que je donnerai aussi une à certains spectateurs pour leur présence très active, mais je n'ai pas encore fait la liste. Il y en a vraiment beaucoup. Maintenant, je la montre rapidement à la caméra. Voici leur apparence quand la caméra fait la mise au point. Mon chien est déjà très intéressé aussi. C'est une petite médaille. Et c'est justement pour des spectateurs comme ça qu'il y en a. Exactement. Comme mentionné, le don le plus élevé aujourd'hui recevra une récompense et une autre sera tirée parmi ceux de plus de 20 €. Merci beaucoup pour cela. Nous venons de recevoir un don de 24 €. Merci beaucoup. Vous aidez vraiment beaucoup avec cela. Et au moins chez moi, il y a quelque chose en retour. Je trouve toujours que, vous savez, je fais aussi du bénévolat et je fais vraiment beaucoup de choses bénévolement, pas seulement dans le domaine des pompiers, mais aussi dans d'autres domaines. Et je ne fais pas tout ça pour recevoir quelque chose en retour ou quoi que ce soit, sinon ce ne serait pas du bénévolat. J'ai aussi un peu mauvaise conscience quand on m'aide. Ça vient probablement de mon éducation. C'est pourquoi chez moi, il y a toujours quelque chose, ne serait-ce qu'un petit geste de remerciement, parce que c'est tout simplement mieux comme ça. Oui, je trouve que c'est bien ainsi. À ce moment, encore 20 € Shiba Forever. Oui, c'est mon chien, un Shiba Inu. Il refuse de s'asseoir à sa place, ce qui complique un peu. Mais je dirais qu'on continue un peu avec le rapport de situation. Il nous reste encore 2 ou 3 sujets. Ensuite, jetons un coup d'œil rapide à la carte, et après nous passerons déjà à la session de questions-réponses. Alors, restez à l'écoute. Oui. Comme je l'ai dit, nous avons entendu parler de ce cessez-le-feu russe. Alors que la Russie veut fixer les cessez-le-feu pour sécuriser les parades, l'Ukraine choisit si elles auront lieu. Parce que la parade du 9 mai, elle n'a pas lieu uniquement sur la place Rouge à Moscou. Elle a également lieu en parallèle dans d'autres grandes villes, par exemple dans la ville de Samara. Et nous allons y jeter un coup d'œil rapidement. Oui, vous voyez ici. Ici, on pourrait dire qu'on installe d'abord, puis on démonte à nouveau. Les tribunes et tout le reste sont déjà en place. Mais elles ne seront probablement pas utilisées cette année. Pourquoi ne seront-elles pas utilisées? Eh bien parce que, comme je l'ai dit, il semble que c'est l'Ukraine qui décide s'il y aura des défilés. Car ce défilé a été officiellement annulé en raison d'un possible danger de drone.
Intéressant. À Moscou, la situation est la même, mais rien n'a été annulé. Ce serait un trop grand fiasco. Des véhicules de défense anti-aérienne ont été vus sur place. Oui, ils se dirigent vers la place rouge. Qu'avons-nous appris auparavant? Et maintenant, réfléchissez. Qu'avons-nous appris tout à l'heure? Si vous déplacez des systèmes de défense anti-aérienne quelque part, ils manqueront ailleurs. Cela signifie que s'il devait y avoir une attaque de drones de l'Ukraine, Moscou est certes la ville la mieux protégée en termes de défense anti-aérienne, mais ce n'est pas l'endroit le mieux protégé. Le lieu le mieux protégé, c'est la villa de Poutine. Le deuxième lieu le plus protégé est la capitale, Moscou. Et, si vous y ramenez à nouveau des canons de défense anti-aérienne, vous voulez seulement le faire pour intercepter des drones, ce qui suppose que vous pensez que les Ukrainiens vont attaquer ou que c'est une mesure de précaution. C'est tout à fait normal, il n'y a rien à critiquer là-dedans, c'est bien, enfin, pour les Russes. Si les Ukrainiens attaquent maintenant, et qu'il y a des gens à se défiler, et que vous voyez à proximité « Oh, maintenant la défense anti-aérienne commence à tirer » ou qu'un missile est lancé, c'est quand même effrayant, même si vous parvenez à intercepter un drone. On peut alors dire que ce drone est déjà arrivé près du défilé. Et c'est déjà un message fort, je dirais, cela a beaucoup d'impact, même si elle est interceptée. Qui sait si elles seront encore interceptées dans 6 mois ou 1 an lors du prochain défilé, si celui-ci a lieu. Merci beaucoup pour les 24 €, votre soutien est précieux. Si on dit maintenant que vous interceptez tout ça et que les gens le voient, alors ils ont plus ou moins peur, même si c'est intercepté. Mais si vous n'attaquiez pas, les Ukrainiens, oui, les Ukrainiens doivent attaquer. Sans attaquer, vous avez fait rassembler des systèmes de défense aérienne près de Moscou, et ils manqueront ailleurs. Cela veut dire qu'ici, nous avons la possibilité, par exemple, d'attaquer telle ou telle raffinerie, tel ou tel site, le service de renseignement ukrainien, il n'est pas mauvais. Nous l'avons déjà vu et constaté dans les plaintes du rapport de situation. Je pense que c'était mercredi ou mardi, donc en tout cas de cette semaine. En effet, nous avons vu que des drones ukrainiens pouvaient parcourir 1500 km à l'intérieur de la Russie sans être interceptés. Et ce pendant plusieurs heures, 8 à 10 heures, je crois que c'est ce qui a été indiqué dans la déclaration. C'était en effet une déclaration du côté russe. Ils se sont en effet indignés en se demandant comment il était possible que des drones russes puissent simplement traverser la Russie. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible qu'ils traversent la Russie sans être interceptés? Et cela sur une telle distance. C'est très simple parce que la Russie essaie de protéger certaines cibles de grande valeur et il ne reste donc plus assez de moyens pour le reste. Et protéger un grand pays sur toute sa superficie, c'est justement difficile. Oui, et la force de la Russie a toujours été d'être un grand pays, mais c'est justement là que cela devient sa faiblesse. Visionnons la dernière vidéo avant la carte de la situation. Vous voyez déjà une attaque contre un navire par un drone maritime ukrainien. Voici encore un incident illustrant l'extension des attaques aux cibles maritimes. Près du port de Novorossiysk, que je vous ai montré plus tôt, 2 pétroliers de la soi-disant flotte fantôme ont été touchés. Les navires sont soupçonnés d'être utilisés pour l'exportation de matières premières en contournant les sanctions. Les attaques ont donc eu lieu directement dans la zone d'accès au port. Donc dans un endroit qui devrait en fait être considéré comme particulièrement sécurisé. Comme précédemment, vous voyez ici, c'est maintenant à quelques secondes de l'impact que le navire a été attaqué au niveau du gouvernail. Cela a l'avantage que le navire n'était pas coulé, les réservoirs ne sont pas endommagés, mais en contrepartie, la liberté de mouvement est fortement limitée. Il n'y a pas de grande marée noire, les réservoirs étant à l'avant. Toutefois, il faudra prévoir une réparation coûteuse et le renflouement du navire, la salle des machines étant proche. Le navire ne peut sans doute plus bouger seul. Il faut donc le remorquer avec d'autres navires, ce qui coûte cher. Il faut veiller à réparer ce navire, mais l'assurance sera mécontente et augmentera les primes, compliquant la situation pour tous les transporteurs et compagnies maritimes, qui devront payer plus cher pour assurer leur navire s'il fait escale dans ce port. Et ils devront accoster dans ce port, ce qui signifie qu'ils gagneront moins d'argent, mais cela veut aussi dire qu'ils gagnent moins d'argent en général, car un navire manque à nouveau. Et pour cela, ils ont cependant de lourds coûts indirects. Donc c'est assez impressionnant. Regardons la carte. Novorossiysk, dont nous venons de parler, se trouve ici. Le navire a été attaqué à peu près ici. Cela signifie que nous voyons ici un très bon port, une véritable puissance portuaire, qu'on pourrait facilement protéger si on en avait les moyens à cet endroit. Regardons le front. Peu de changements.
J'ai récemment dit que je pouvais résumer la situation de la semaine dernière en 5 minutes. 21h03, je pourrais finir plus vite si je m'y mettais vraiment. Je vais passer en revue les sections pour ceux qui découvrent cette carte ou ne l'ont pas vue depuis longtemps. Ici, rien n'a changé, c'est à la frontière avec la Biélorussie. Pourquoi cela changerait-il ? L'Ukraine maintient la sécurité ici grâce à 4 brigades en contact régulier avec d'autres dans la région. Du côté de la Biélorussie, il n'y a absolument rien à signaler. Ici, de ce côté, en direction de Soumy, vous vous souvenez, les Russes voulaient attaquer Soumy il y a 2 ans, établir ici une autre zone tampon. Les Ukrainiens les ont devancés et ont tout simplement attaqué la Russie. Ils sont entrés dans la région de Koursk et ont essayé de détruire de petits dépôts de munitions et des postes avancés russes que ces derniers avaient justement préparés pour l'attaque contre Soumy. Le FSB protège généralement la frontière côté russe. C'est le service de renseignement intérieur. Il y a des postes frontières tenus par eux, ils protègent la frontière et des conscrits protègent aussi la frontière. Le FSB n'est évidemment pas en mesure de faire face à plusieurs brigades au même endroit. Ils sont eux-mêmes en sous-effectif à ce niveau-là pour intercepter ces forces massives. Donc il y avait aussi des conscrits. Les conscrits se sont rendus. C'était aussi peu de temps après que les nouveaux conscrits aient été incorporés. Cela arrive 2 fois par an du côté russe. Oui, la plupart ont été faits d'emprisonniers. Il me semble que le dernier chiffre était 1200. À l'époque, c'était évidemment une bonne chose pour les Ukrainiens. Ils récupèrent des unités qui se sont rendues et peuvent ainsi libérer des unités qui sont détenues en captivité par les Russes. Oui, les Ukrainiens ont conquis une zone aussi grande que Berlin, reprise ensuite par les Russes aidés des Nord-Coréens. Depuis, ils tentent d'y établir une zone tampon, de taille similaire à celle-ci. Donc dans cette zone ici, il n'y a pas eu beaucoup de changements. Je vois qu'un abonnement a de nouveau été offert. Au moins quelque chose a changé à ce niveau-là. Merci beaucoup pour cela. Je pense que certaines personnes vous en sont reconnaissantes. Oui, je relis le chat. Quelqu'un signale de la pub, c'est normal sur YouTube. Je laisse la vidéo au début et précise qu'elle doit être monétisée. Mais l'algorithme a besoin d'un peu de temps pour analyser le contenu et surtout, après les usines en feu, en général, la vidéo est ensuite démonétisée. Il dit qu'il voit quand même de la publicité, mais au final, ça reste comme ça, sur YouTube. C'est un peu bête. Que peut-on faire avec ce système ? Ici, la prochaine zone, Umwurftschanz. Ceci est d'ailleurs en rouge. Ceci est conquis par les Russes. Je dois le corriger rapidement. Ne pensez pas que c'est conquis par l'Ukraine. Non, c'est conquis par les Russes. L'Umwurftschanz, plus ou moins entièrement conquise par les forces russes. Ça n'a pris que 3 ans. En même temps, il y a eu ici quelques attaques le long des villages. Elles ont été repoussées. Je n'ai rien entendu de nouveau ici. Donc, d'après mes dernières informations, les Ukrainiens ont pu les repousser. Et ça a probablement dû rester comme ça, si je n'en entends plus parler. Bien sûr, des 2 côtés. Je vérifie aussi les informations de chaque côté. Kupiansk. Oui, ils voulaient la conquérir et sont allés loin. Toute la zone en bleu clair était contrôlée par les Russes. Les Ukrainiens ont repoussé les Russes. Zelensky l'avait indiqué dans un message vidéo dans la zone bleue. Depuis, peu de changements. Près de Peshan, les Russes attaquent et des escarmouches persistent. Donc en fait, c'est quand même une zone grise ici. Il y a toujours eu quelques escarmouches ici. Les Russes ont été repoussés ici la dernière fois. Mais vous voyez vous-même, la situation ici date d'il y a 4 mois. Depuis, il ne s'est plus passé grand-chose ici. Je consulte ce secteur sur la photo presque chaque jour. Mais en principe, et derrière ce qu'est, on entend, on peut dire que les Russes essaient toujours d'avancer ici à Peshan. D'une part, par la route P07, d'autre part, ils essaient d'avancer par ce village. Ici, ils établissent des avant-postes avancés. De construire et ensuite d'attaquer via Kupiansk. Je ne sais pas s'ils pourront encore y parvenir cette année, mais je ne le pense pas. Ici, il ne s'est rien passé, c'est juste un vieux marquage. Ne vous laissez pas tromper. J'ai entendu que les Ukrainiens lançaient encore des contre-attaques, surtout dans cette zone vers le centre-ville. Mais il n'y a pas grand-chose de nouveau non plus. Il n'y a pratiquement aucune géolocalisation. Les Ukrainiens ne publient presque plus rien du côté ukrainien. C'est assez difficile à cause de l'OPSEC. Du côté russe, c'est pareil. Cela veut dire qu'en ce qui concerne les informations, d'une part, il faut bien sûr dire qu'ils essaient de dissimuler autant que possible. D'autre part, il se passe aussi très peu de choses actuellement sur le front. Ce n'est pas pour rien que ces derniers jours, on ne voit que des signalements de drones sur le front. Konstantinivka, c'est pareil. Ils tentent toujours de prendre la serre et aussi la zone près de la station de méthane. Les combats pourraient maintenant être un peu plus au nord, vers cette route.
On n'en sait pas beaucoup plus. Cette zone ici. Et je vois qu'il y a encore quelqu'un ici. Merci beaucoup pour ça. Bienvenue dans l'Olgu Crew. En direction de l'école professionnelle, il n'y a pas eu beaucoup de changements non plus. C'est aussi une ancienne géolocalisation provenant d'un des anciens rapports de situation. Comme je l'ai dit, je dessinais les sections du front plus tôt, mais j'étais alors trop ambitieux. Avant, je faisais ça tous les jours, et maintenant, regardez, chaque jour, tout est sur cette carte qui met maintenant une éternité à charger à cause de toutes mes annotations. Ce n'est pas la faute du fournisseur, c'est ma faute. Aber Mais je mettais tout à jour, chaque section du front, tout. Et quand je voyais une vidéo, par exemple, de la 155e infanterie de marine, je sais même à peu près où elle se trouve. Alors j'ai aussi redessiné la 155e tout de suite. Elle est à cet endroit. Ce n'est pas l'infanterie de marine, mais la 155e brigade mécanisée. Si je voyais une vidéo d'eux, je les retirais d'ici pour les placer sur un autre secteur du front. Mais je n'arrive vraiment plus à faire ça tous les jours pour chaque secteur, par manque de temps. Il faut dire aussi qu'à l'époque, les rapports ne duraient que quelques minutes au maximum. Aujourd'hui, nous sommes en direct. Oui. C'est un secteur du front intéressant. On peut rester ici. Il s'agit de Pokrovsk. Ceci a été récemment conquis par les Russes. Il s'agit de Rijne. Et je dirais que c'est à 100% sous contrôle russe. Cette zone ici en haut serait censée être sous contrôle ukrainien, mais je n'ai rien vu de tel depuis longtemps. Je suppose que c'est déjà sous contrôle russe. Roudansky, de nouveaux campeurs ici à Roudansky. Les Russes attaquent par le nord, surtout avec la 5e brigade motorisée et aussi depuis l'est. Ici, la pression est extrêmement forte. Je pense que les Ukrainiens peuvent encore tenir quelques semaines, mais s'ils ne reçoivent pas de soutien ici, ça va devenir difficile. Il y a encore des fortifications ukrainiennes ici. Tout cela est encore avant la ligne du Dnipro. Ou devant une partie de la ligne du Dnipro. Et... que dire, un peu. Difficile pour les deux côtés. Il n'y a pas beaucoup d'attaques, mais la pression reste élevée. Si les Ukrainiens échouent ici, le momentum redeviendrait russe et ils pourraient reprendre la zone. Mais si les Ukrainiens tiennent et s'approvisionnent, ça ira pour l'instant. Alors cela restera ukrainien encore un certain temps. Mais je pense que tôt ou tard, si cela continue à ce rythme, cela tombera un jour aux mains des Russes. Et maintenant, il y a déjà 9 personnes sur 10 ici qui se sont inscrites pour la course à la médaille. Quelle ambiance, merci beaucoup pour cela. C'est un grand soutien de la chaîne. und Oui, un grand bravo à eux tous en fait. Voilà. Ceci fait partie de la contre-offensive ukrainienne. Depuis, elle a peu changé. Les Ukrainiens disent qu'ils ont libéré de nombreux villages, mais ces villages ici ont aussi été inclus, alors qu'à ma connaissance, ils n'étaient même pas sous contrôle russe, mais ont peut-être seulement été brièvement traversés par un soldat russe. Du côté russe, on indique moins de villages libérés, ce qui est logique puisqu'il s'agit d'une déclaration adverse. Oui, que dire de plus? Plus de progression. 3 positions importantes, les codes 161, 167 et 134. L'une de ces 3 positions, en l'occurrence la cote 134, ils doivent absolument la conquérir et la tenir. Ensuite, ils pourront continuer à attaquer ici via Vozbenivka et reprendre cette ancienne ligne qu'ils ont perdue en septembre de l'année dernière. D'un autre côté, ils pourraient aussi, en parallèle, conquérir ces 2 collines ici, et auraient alors la possibilité d'atteindre également cette ligne ici. Mais l'élan est retombé. Nous ne voyons pratiquement plus rien ici ces derniers temps. Donc c'est assez difficile, je dirais que l'offensive, elle n'a pas échoué. Ils ont quand même pu libérer des villages. Mais en tout cas, elle n'a pas apporté jusqu'à présent le succès qu'on attendait ici. Bien. À ce stade, comme je l'ai dit, il ne s'est pas passé grand-chose sur le front. J'ai pu faire ça rapidement. Il n'y avait pratiquement rien. La plupart de ce que nous voyons est en fait basé sur des attaques soit en Crimée, où des systèmes de défense aérienne ou des radars sont à nouveau détruits, comme nous l'avons vu les dernières 30 fois. Ou alors nous voyons des attaques ici, en mer Noire, près de Novorossiysk et Sotchi. Voilà plus ou moins pour la situation, il ne s'est pas passé grand-chose récemment sur le front. Nous avons 1289 spectateurs en direct, c'est impressionnant. Nous sommes toujours restés autour du millier, sans battre le record qui était de 1400. Mais ce n'est pas mal, je dirais, pour le fait qu'on recommence à streamer.
Je dirais qu'on passe à la session de questions-réponses, non? Je vais répondre à quelques questions. Voyons à quelle vitesse on avance. Qu'en pensez-vous? Je l'ai déjà dit tout à l'heure. Écrivez simplement « pa phrase » puis votre question. Mais vous ne devez rien mettre avant « pa phrase ». Pas de smiley ni autre chose. Sinon, le bot ne le reconnaîtra pas. L'espace. Ensuite, votre question et elle apparaîtra chez moi. Et ensuite, nous pourrons y répondre. Et je vois ici que l'objectif a été atteint. L'objectif a été atteint. 20 € viennent encore d'arriver. C'est le 10e don. Merci beaucoup pour cela. Vous avez contribué au financement de ce stream. Vous avez permis à cette chaîne de continuer à fonctionner aujourd'hui. Et vous avez permis que je puisse au moins couvrir une partie des dépenses grâce à ce stream. Merci beaucoup pour cela. Il faut bien sûr préciser que YouTube prend aussi un petit pourcentage, et je dois évidemment aussi payer des impôts, mais ce qui reste couvre en tout cas une partie des dépenses pour la chaîne. Encore une fois, merci beaucoup. Comme je l'ai dit, personnellement, je ne cherche pas de bénéfices financiers, je suis très impliqué dans le bénévolat, aussi pour la chaîne. Même si cela me ferait du bien, ce n'est évidemment pas quelque chose sur lequel j'insisterai. Vous le voyez sur d'autres chaînes, pas forcément dans l'espace germanophone. Ils ont fini par faire de même, ils ont aussi leur propre carte de situation. Ils ont verrouillé la carte de situation et la réservé à ceux qui paient. Je ne veux même pas commencer à faire ça ici. Mais comme je l'ai dit, objectif atteint. Je suis vraiment très fier de cette communauté. Merci à vous, 1300 spectateurs en simultané. Très bien, examinons les questions. Si vous êtes au spectateur, vous pouvez aussi voir cette page ici. Le lien est parfois affiché par les modérateurs. Vous pouvez cliquer ici, et ensuite une question que vous trouvez très importante sera plébiscitée et m'apparaîtra tout en haut. Une question qui ne me semble pas si importante, vous pouvez la voter négativement et elle sera affichée en bas. Quel est l'avantage ? Une session de questions-réponses comme celle-ci ne peut évidemment pas durer indéfiniment. Elle est limitée dans le temps d'une manière ou d'une autre. Et de cette façon, les questions les plus importantes ou les plus intéressantes ont de fortes chances de recevoir une réponse, et les autres passent simplement à la trappe. Mais elles pourront être posées la prochaine fois. J'avais en fait prévu 21h30, mais je vois qu'il y a 24 questions. Je vais voir jusqu'où ça ira. Je vous dirai quand je répondrai à la dernière question, puis vous pourrez tous écrire à nouveau et on fera une pause. Aujourd'hui, c'est dimanche, vous souhaitez sûrement bien démarrer demain. Okan8, question d'adhérent. Où en est-on actuellement concernant la défense anti-drone FBV avec fibre optique? Israël est en train de foncer droit dans le piège. Eh bien, la situation actuelle est la suivante. Les drones à fibre optique ne peuvent être neutralisés, plus ou moins, qu'en étant abattus, percutés par d'autres drones ou à l'aide d'un signal lumineux très puissant. Nous avons d'ailleurs vu cela dans une vidéo. Un drone s'est approché et a ensuite dirigé un signal lumineux très puissant et concentré sur la fibre optique d'un drone à fibre optique en embuscade. Et ainsi, la communication a été bloquée et le drone est devenu incapable de bouger. D'après ce que j'ai pu comprendre, j'ai demandé à quelques amis dans le domaine du matériel, ils m'ont dit que c'était limité. Donc tant que ce cône de lumière est dirigé dessus, le drone ne peut pas bouger. Si le drone s'envole ensuite, il pourra finir par se rétablir à un moment donné. La méthode la plus efficace est donc d'abattre ce drone, car avec des câbles à fibre optique, on ne peut tout simplement pas le brouiller électroniquement. Sinon, si jamais on a ce câble en main, ce mince WNH, on peut bien sûr le couper. Dans ce cas, la connexion est également interrompue. On a déjà vu 23 vidéos sur ce sujet, ça marche. Mais la méthode la plus efficace ici, c'est vraiment simplement de l'abattre. 10 € viennent d'être envoyés dans le chat avec le message « Merci de consacrer autant de temps à cette chaîne en plus de votre formation. Salutations d'Autriche, merci encore. » Je continue volontiers. Il y a beaucoup à faire, études, travail, chaîne, bénévolat, etc. Mais comme dit, je le fais avec plaisir. J'ai tout fait mieux parce que j'ai vu beaucoup de reporters allemands qui sont très bavards. J'ai toujours voulu tout résumer de façon concise et aller droit au but. Et c'est ce que je fais avec mes rapports quotidiens. Quelles armes allemandes sont encore actives en Ukraine? Beaucoup, comme le Panzerhaubitze 2000 utilisé là-bas, bien qu'on ne l'ait pas vu récemment. On l'a vu très actif pendant la bataille de Bakhmout il y a 2 ans. Mais en ce moment,
Il n'y a plus ces grandes batailles comme à l'époque. Elle a d'ailleurs aussi été utilisée à Avdiivka. Un immense merci dans le chat. 50 € viennent d'arriver. Merci beaucoup à ce propos. Vous soutenez vraiment la chaîne de manière significative. Comme je l'ai dit, je viens de faire tous les paris. Oh mon Dieu, je l'ai déjà dit. Plus de 20 € vont dans cette cagnotte, vous en faites partie. Merci beaucoup, c'est super. Vous êtes désormais le plus gros donateur, vous avez donc déjà gagné quelque chose. Comme je l'ai dit, il y a cependant une multitude d'armes allemandes qui se trouvent en Ukraine. Les énumérer toutes maintenant prendrait trop de temps. Mais vous pouvez consulter le site du gouvernement fédéral. Il y a un site où l'on peut voir quelles armes sont déjà en Ukraine, jusqu'à une certaine date. Depuis que M. Merz est en fonction, il n'est plus mis à jour. Mais jusqu'à cette date, vous savez au moins tout ce qui a été livré. Il s'agit de leur utilisation. Cela concerne aussi les véhicules terrestres et divers équipements. Tout cela est consultable, jusqu'à une certaine date, il y a environ 1 an. Il suffit de jeter un coup d'œil là-dedans. Ensuite, qu'en est-il de l'exportation des technologies d'armement ukrainiennes? On entend souvent que les Ukrainiens commencent à devenir un pays exportateur et à soutenir d'autres pays contre rémunération. Oui, bonne remarque. De nombreux contrats de 10 ans ont été conclus au Moyen-Orient. À ce stade, selon leurs déclarations, les Ukrainiens produisent dans certains domaines plus de drones qu'ils n'en utilisent. Il ne s'agit pas seulement de drones FPV ou longue portée, surtout pas de ces derniers, mais de nombreux drones, notamment pour la défense anti-drone, sont du côté ukrainien. Ils sont désormais exportés, principalement pour contrer les drones Shahed. C'est d'ailleurs le même type de drone utilisé en Iran. Est également utilisé. Imaginez-vous, en quelques heures de guerre en Iran, les États-Unis ont dépensé 4 milliards en moyens de défense aérienne. Pour de simples drones, Shahed bon marché. Un drone Shahed coûte 130 000 $. Donc, utiliser un missile Patriot à 3,5 millions pour l'abattre, c'est évidemment stupide. Les Ukrainiens ont trouvé de bonnes alternatives. Un drone Sting, le drone Sting est un drone d'interception, donc un drone intercepteur de la société Wild Hornets, et il coûte environ 3500 € pour un drone intercepteur, ce n'est pas cher. Même en lançant 5 ou 6, c'est toujours moins coûteux que les drones Shahed. Et ces drones, comme les drones Sting, sont maintenant exportés à l'étranger. Y compris des équipes spécialisées dans les drones qui assurent la formation, y compris les formations, mais aussi des capteurs acoustiques et autres dispositifs de reconnaissance pour détecter à l'avance les drones Shahed ou autres menaces aériennes. C'est une chose. D'autre part, il existe des coopérations, par exemple aussi avec l'Allemagne, qui souhaitent étendre et adopter la technologie des drones des Ukrainiens. Ce serait un grand avantage pour nous, car ce pays est à la pointe de la technologie des drones et prouve que cela fonctionne simplement, sans toujours recourir à des solutions haut de gamme, contrairement à la mentalité fréquente en Allemagne, je pense. Et nous coopérons avec eux et nous en tirons aussi nos propres conclusions. Peut-être qu'il y aura aussi des armes que nous fabriquerons ensemble à l'avenir, ce qui serait bien sûr particulièrement bénéfique pour la Bundeswehr, afin de nous préparer nous-mêmes contre le danger des drones. Parce que là, je nous vois toujours, ou nous, au sens de l'Occident, je nous vois toujours un peu, à la traîne. Y a-t-il eu une confirmation officielle concernant le tir à 5500 mètres du Léopard 2 ? Il s'agit d'un tir record qui aurait été réalisé du côté ukrainien. Il s'agit de la destruction d'un char russe à environ 500 mètres. Je me suis penché assez intensivement sur ce sujet dans les jours qui ont suivi. Je n'ai rien appris de nouveau à ce sujet. Ce genre de choses doit être vérifié. Cela prend généralement, je dirais, environ 6 mois. Mais j'essaierai de me souvenir de la question. Comme je l'ai dit, je travaille encore un peu sur ce sujet. Si j'apprends quelque chose de nouveau, bien sûr, je le partagerai à nouveau dans le rapport de situation ou peut-être même en publiant une vidéo dédiée. Qu'en est-il de l'exportation de la technologie d'armement ukrainienne? C'était la question posée. Pourquoi parle-t-on si peu des attaques ukrainiennes sur le réseau ferroviaire russe alors que les Russes en dépendent beaucoup? Bombarder les postes d'aiguillage, les ponts, etc. Oui, c'est une bonne question. Regardons la carte. Nous avons vu beaucoup d'attaques l'année dernière. Ici, dans cette zone, nous avons vu des attaques. Nous avons aussi vu des attaques qui sont allées jusqu'à Volgograd, l'ancien Stalingrad, donc ici. Et dans ce carré, donc pratiquement de Stalingrad ou Volgograd aujourd'hui, jusqu'à cette épingle bleue, de l'épingle bleue jusqu'à Rostov, un point logistique très important. 70% des marchandises pour le front ukrainien transitent par Rostov.
jusqu'ici en bas, puis au-dessus, et ensuite à nouveau ici en haut vers Volgograd. Il y a eu récemment énormément d'attaques contre le réseau ferroviaire russe, surtout en 2025, l'année dernière. Depuis, on n'entend plus autant parler de ça. Je peux m'imaginer, je ne peux évidemment pas parler au nom des Ukrainiens, car eux seuls savent pourquoi ils le font. Et s'ils ne le publient pas, alors on ne peut que supposer. À mon avis, c'est quand même le cas, parce que... Oui, du côté des États-Unis et d'Israël, une guerre a été lancée en Iran. Cette guerre a fait flamber les prix du pétrole. Cette guerre augmente le prix du pétrole et de l'essence partout, pas seulement en Occident. En effet, cela permet aussi à la Russie d'en profiter à nouveau. Rappelez-vous, le baril de pétrole coûtait entre 50 et 60 dollars juste avant la guerre en Iran. Oui, pendant les mauvaises périodes, qui profitent en réalité à l'Ukraine. Ils achètent à bas prix et la Russie n'y gagne pas autant. La Russie ou la Douma d'État a prévu dans son budget un prix du pétrole de 80 à 90 dollars par baril. Et c'est aussi sur cette base qu'ils ont fait leurs calculs pour la guerre. Le prix du pétrole ayant baissé, c'était mauvais, mais sa remontée est de nouveau positive pour la Russie. Ils gagnent à nouveau plus d'argent et, je dirais, à cause du détroit d'Ormuz qui a été fermé à plusieurs reprises, il s'est avéré que même le pétrole russe, disons, moins attractif, a quand même été acheté. Ce n'est pas seulement peu attractif du point de vue des Européens, c'est aussi peu attractif du point de vue de la région asiatique, car il existe un meilleur pétrole, surtout celui provenant des pays arabes. Et c'est aussi principalement celui-là qui est acheté. Et maintenant je peux imaginer que les prix du pétrole vont augmenter. Que l'Ukraine affirme, il cible de nouveau surtout les infrastructures énergétiques. Oui, surtout celles qui nuisent fortement à la Russie financièrement, car cela réduit leurs bénéfices. Ils utilisent désormais ces drones à cette fin, au lieu d'attaquer de nouveau des gares à l'arrière. C'est ce que je pourrais imaginer, oui. Après les attaques contre le réseau ferroviaire, nous n'avons presque pas vu de réaction cohérente du côté ukrainien. Pas d'attaque ou quoi que ce soit, ou rien, qui s'appuierait là-dessus, disons-le. La question suivante, que fais-tu si tu es soudainement alerté? Camion de pompiers. Bonne question, oui, je suis toujours pompier volontaire. Si on m'alerte, je pars immédiatement. Lors de nombreuses alertes, il s'agit de sauver des vies humaines. Sauver des vies, c'est l'une des choses que j'aime vraiment faire. Et peu importe si c'est directement lors d'une intervention ou de façon passive, nous savons bien que nous avons beaucoup donné à l'Ukraine, y compris des véhicules, justement pour sauver des vies humaines. Nous avons fait don de chiens renifleurs et de chiens de recherche, oui. Sauver des vies, c'est justement l'une des choses que l'on peut faire et que l'on peut poursuivre de manière très active, et c'est surtout ce que cette communauté a fait. J'en suis particulièrement fier. Et comme je l'ai dit, quand je suis alerté, ça commence. Je me lève et je pars. C'est pareil dans la vie privée. Une telle alerte n'est pas toujours prévisible. Il faut faire quelques concessions dans la vie privée, certains plus que d'autres. Existe-t-il des données actuelles sur le pourcentage des exportations de pétrole russe interrompues par les frappes aériennes? Oui, il y en a. Le problème avec ces données, c'est simplement qu'elles ne sont plus mises à jour à la hausse. Oui, il existe un tel tableau, je ne me souviens plus du nom de la personne qui l'a publié. Je l'ai déjà montré plusieurs fois sur Lagerwürdig et parfois sur Telegram. On y montre les plus grandes raffineries de pétrole du côté russe. Il est indiqué combien de fois elles ont été attaquées, et ainsi de suite. Et la capacité de production y est également mentionnée. Mais le fait est que, lorsqu'une raffinerie a été touchée et qu'on dit qu'elle ne peut désormais produire que 85% de sa capacité totale, elle reste alors sur cette liste à 85%. Cela signifie que si les Russes parviennent, par exemple, à réparer le composant ou à augmenter à nouveau la production, cela n'est plus mis à jour dans le tableau. Cela signifie que ça ne pourra que diminuer sans jamais augmenter. C'est pourquoi, oui, il existe des données sur le pourcentage des exportations de pétrole russe qui sont interrompues à cause des frappes aériennes, mais il n'y a pas vraiment de données actuelles. Du moins, aucune donnée à laquelle nous avons accès. Je fais du compte-rendu au SINT, je ne suis pas un service de renseignement. On suppose que la Russie pourrait, dans une prochaine étape, cibler et détruire l'approvisionnement en eau de l'Ukraine. On craint que l'Ukraine soit menacée, mais l'approvisionnement en eau de la Russie serait aussi en danger. Oui, alors, il faut voir les choses ainsi.
Approvisionnement en eau. La plupart des attaques russes sur l'eau ciblent les barrages ukrainiens. Il y a 2 semaines, une attaque a également eu lieu. Il s'agit la plupart du temps d'inonder des zones pour compliquer la vie des gens, oui, mais aussi pour empêcher des concentrations ou des mouvements de troupes, oui. Déplacer des troupes sur des routes inondées est très difficile. Et donc, comme je l'ai dit, la plupart des attaques, d'après ce que je sais du passé du côté russe, lorsqu'il s'agit d'installations hydrauliques, elles visent en fait des barrages ou des réservoirs. Du côté ukrainien, on voit très très rarement ce genre de choses, et je ne vois pas non plus quel grand avantage cela apporterait du côté ukrainien. Je pense qu'en utilisant leur capacité pour faire sauter une raffinerie, ils en tireraient plus que s'ils inondaient une région. Ça doit de toute façon être égal aux Russes. On a vu l'inondation il y a 1 ou 2 ans. De nombreuses régions près de Rostov étaient inondées et l'eau potable contaminée. J'ai partagé de nombreuses vidéos de plaintes dans les rapports de situation. Des habitants disent recevoir une bouteille d'eau par semaine de l'État, ne plus pouvoir faire de courses, tout est inondé et parfois ils n'ont que de l'eau sale, voire boivent dans des flaques. Comme je l'ai dit, l'État se soucie peu du sort des Russes là-bas, ce qui est très regrettable. Mais là, les Ukrainiens n'y auraient rien gagné non plus, je dirais. Parce qu'ils disent aussi toujours, on le voit dans les vidéos de plainte, « Bonjour Poutine, tout va bien et merci d'être là pour nous, et la Russie doit gagner cette guerre. Ah, au fait, on n'a plus rien à boire. Mais ce n'est pas de ta faute. » C'est à peu près, de façon très exagérée, le message dans toutes ces vidéos de plainte. À ton avis, de comment la situation va-t-elle évoluer pour l'Ukraine cette année? Cela pourrait devenir très intéressant. Alors, oui, à cet endroit ici, il est écrit Oslavokrin. À cet endroit. Les Ukrainiens ont annoncé qu'ils allaient lancer des offensives cette année. Je suis sûr que cette petite offensive que nous avons vue tout à l'heure n'était pas ce à quoi les Ukrainiens ont réellement travaillé. Je pense que lorsque nous approcherons un peu de l'été, nous pourrions voir des mouvements offensifs du côté ukrainien. Je suis assez sûr qu'ils vont aussi essayer de lancer des attaques. Ils ont conclu qu'ils ne peuvent gagner une guerre en restant seulement sur la défensive. En 2024, ils ont déjà dit que ce serait l'année de la défense. Oui, et en 2025, il y a eu Koursk. On peut déjà voir cela comme une attaque, mais elle restait assez spontanée. En 2016, ils ont dit devoir attaquer de nouveau, et je pense qu'ils le feront. Reste à voir comment cela évoluera. Pour l'Ukraine, le mieux serait une issue positive. Au mieux, ils occupent une position que les Russes ne pourront pas reprendre bientôt. Mais tout cela n'est bien sûr qu'une estimation, oui. Je ne pense pas non plus que s'ils s'y prennent comme les dernières fois, cela mènera à un grand succès. Oui. Les Ukrainiens attaquent souvent en petits groupes, généralement avec des véhicules légers ou moyens. Les chars sont rarement utilisés, ce qui se comprend. Il faut bien sûr dire que les Russes utilisent aussi des drones, oui. Et les Russes utilisent les drones aussi souvent que les Ukrainiens. Si les Ukrainiens lançaient une vaste attaque avec de nombreux véhicules et unités, elle finirait probablement comme beaucoup d'attaques russes, oui. Cela veut dire qu'il faut trouver exactement le juste milieu entre ne pas être trop visible ni trop massif, tout en restant efficace. Et je pense que si l'on regarde les dernières attaques, les Ukrainiens n'en sont pas encore là. Il y a aussi eu des attaques où je me suis moi-même demandé pourquoi ils les menaient à cet endroit-là. D'autres endroits sont, à mon avis, meilleurs. Plus faciles. Oui. Et je ne peux pas, donc je le vois dans les commentaires, parce que j'ai dit, il était écrit Slavoukren, donc ici à cet endroit. Je ne peux d'ailleurs pas lire l'alphabet cyrillique, même si on le prétend souvent. Je ne peux pas. Je le sais parce que donc derrière moi, il y a, si je compte maintenant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 drapeaux que j'ai reçus de soldats ukrainiens. Pratiquement sur chacun, il y a écrit Slavoukren dessus. Donc certains éléments sont reconnaissables. Derrière, je pense aussi encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 certificats, et je suis sûr que c'est écrit sur chacun d'eux. Et sur le certificat que j'ai reçu de Klitschko, c'est écrit dessus. D'ailleurs, j'ai reçu un certificat de Klitschko que j'ai déjà posté une fois. Celui-là, c'est écrit dessus aussi. Donc, il y a certaines choses qu'on reconnaît tout simplement. On connaît le contenu sans pouvoir le lire vraiment. Exactement. Passons à la question suivante. C'est peut-être juste une impression, ou bien ça a l'air... Oui. C'est peut-être juste une impression, ou bien le front est-il complètement gelé en ce moment? Oui, il est complètement gelé. Ce n'est pas qu'une impression. Les frappes en profondeur sur des cibles molles à l'arrière, c'est à peu près tout ce qu'on peut observer. On n'a pas grand-chose d'autre à signaler.
Ces derniers jours, on le voit vraiment très clairement. Alors que peut-on faire? Le front est dans une impasse. Les Russes n'avancent pas, l'Ukraine non plus. Nous l'avons bien vu. C'est toute la ligne de front. Il y a eu très peu de changements. Dans le rapport de situation de je crois que c'était jeudi, j'ai aussi montré une fois l'image du front d'il y a exactement un an et ensuite l'image actuelle du front. Il n'y a pas eu beaucoup de changements. Les Russes, même en 2024, ont réussi à conquérir environ 0,9% de l'Ukraine. Enfin non, ce n'est pas tout à fait exact. Ce n'est plus vraiment correct. Cela fait plus de 1000 jours, je crois. Plus de 1010 jours. Oui, exactement. Depuis 2024, en tout cas, il y a eu une information que j'ai montrée l'année dernière. Il était écrit qu'au cours des, je pense, 1010 derniers jours, environ 0,94% de l'Ukraine avait été conquis. Et cela avec des pertes extrêmes du côté russe. Rien n'avance. Un escargot qui serait parti d'ici, tout à l'est de l'Ukraine, le jour de l'opération spéciale, serait déjà arrivé quelque part en Pologne il y a 2 ans, s'il avait simplement avancé tout droit. C'est pourquoi cela prendra longtemps. Je pense qu'avec le Donbass, s'ils continuent comme ça ou s'ils arrivent à utiliser leurs forces différemment ou à percer, les Russes auront encore besoin de 5 à 10 ans, si ça continue comme ça, sans juger ou prendre en compte la situation dans leur propre pays. Ça va vraiment prendre longtemps. Pour l'ensemble de l'Ukraine, je pense que 256 ans est une estimation très juste, s'ils continuent à ce rythme ou même s'ils intensifient un peu leurs efforts. Nous avons déjà cela. Comment l'évolution des équipements militaires russes changera-t-elle après la guerre? Les systèmes occidentaux, bien que plus coûteux, sont bien supérieurs. Oui, bien sûr. Cela dépend entièrement de la façon dont la guerre va se terminer. Si la Russie perd la guerre très lourdement, ce ne sera pas bon pour l'exportation d'armement. Ils chercheront alors une solution. Peut-être achèteront-ils d'autres choses. La Russie pourrait aussi rejoindre une autre alliance. Veuillent s'établir et coopèrent avec eux. Mais cela me paraît peu probable, car les Russes sont très fiers de leur technologie. Cependant, je pense que l'exportation des armements russes va évoluer. Nous voyons nous-mêmes ici, par exemple, la Syrie. Nous voyons surtout que l'Iran possède beaucoup de matériel militaire russe. Principalement des systèmes de défense anti-aérienne, inutiles lors des récentes attaques, comme nous l'avions déjà constaté auparavant. Colombie. Nous l'avons aussi vu au Venezuela. De nombreux systèmes russes ont été détruits. Les Américains y sont entrés puis en sont repartis sans véritable perte. Cela en dit évidemment long sur les systèmes russes et pas forcément en bien. Je bois une gorgée d'eau puis je réponds aux questions. Voilà, je suis de retour. À 21h45, je répondrai à la dernière question. Votez pour les questions intéressantes afin qu'elles soient à retraiter. Il reste 35 questions en attente. Choisissez simplement les questions les plus importantes ou intéressantes. Non. On continue. Serait-il possible d'attaquer tous les postes d'aiguillage frontaliers avec des drones? Bien sûr, tout est possible. Théoriquement, on pourrait attaquer tous les postes d'aiguillage, surtout à l'ouest de la Russie, mais je doute que cela arrive. Donc un poste d'aiguillage. Je ne suis pas cheminot, mais en ce qui concerne tous les déraillements du côté russe que l'on a pu voir et toutes les explosions de lignes ferroviaires, on m'a dit que de telles choses sont en fait réparées assez rapidement. Au maximum, cela prend quelques jours. La Deutsche Bahn donne bien sûr un mauvais exemple, mais normalement en quelques jours, c'est réparé. Un poste d'aiguillage est bien sûr un peu plus complexe. Je ne sais pas combien de temps il faut pour remettre quelque chose comme ça en état. Je ne suis pas cheminot, je n'ai malheureusement pas cette expertise, même si ce domaine m'intéresse. Mais comme je l'ai dit, beaucoup de choses sont possibles. Si cela a du sens, c'est bien sûr une autre question. L'Occident ne devrait-il pas inviter des instructeurs de drones ukrainiens pour enseigner leur tactique? Pour enseigner la tactique, j'ai l'impression que l'Occident est très en retard sur les évolutions militaires, ce qui s'explique par sa nature même.
C'est en partie de la naïveté, mais c'est aussi en partie, je ne sais pas, disons-le comme ça. Surtout en Allemagne, je vois toujours cette idée. Il faut toujours construire des trucs high-tech, il faut toujours faire le nec plus ultra, et au final c'est toujours extrêmement cher et extrêmement stupide. Et puis on se dit, eh bien, nous par exemple, nous n'avons jamais été impliqués dans une guerre de drones. Jamais. En même temps, nous essayons de développer nos propres stratégies, ou l'OTAN essaye de développer ses propres stratégies, et le développement de stratégies, c'est tout à fait normal. Le problème, c'est que nous avons un pays qui a justement développé ses propres stratégies, et ce, activement en temps de guerre, mais nous pensons encore une fois mieux savoir qu'eux ce qu'il faut faire. C'est dommage, car cela nous conduit à de mauvaises habitudes de pensée. Une partie de l'industrie de l'armement pense « faisons comme toujours », car ce qui a marché est forcément bon, alors qu'une autre méthode serait peut-être meilleure. Oui, et... Und Actuellement, on forme des pilotes de drones. Piloten, Surtout après le dernier échec de l'OTAN, ils sont invités, surtout aussi en Allemagne. Nous avons cela chez nous. Ce n'est donc pas comme si personne ne le faisait, d'autres pays font pareil. Mais je trouve que c'est beaucoup trop tard. Nous sommes maintenant en 2026, on aurait pu commencer déjà en 2023 ou au plus tard en 2024. Oui, et oui, c'est difficile, comme je l'ai dit. On aurait dû le faire plus tôt maintenant. On le fait, c'est bien ainsi, c'est tout à fait juste. Concernant la construction de drones, je trouve que nous avons encore un peu de retard. Nous l'avons aussi vu dans la déclaration du chef de l'entreprise Rheinmetall, que des drones sont fabriqués par des femmes au foyer et ce genre de choses. C'est en partie vrai, mais il l'a dit péjorativement, en sous-entendant qu'ils sont faits avec des imprimantes 3D dans des caves. Nous sommes des pilotes de drones ukrainiens, et avons réalisé 2 exploits lors d'un exercice de l'OTAN, détruisant toute l'équipe adverse, soit la partie OTAN. Et cela avec seulement quelques pilotes de drones. Il n'y avait pas d'IA, ni de système coûtant des millions, seulement des drones bon marché qui ont détruit des systèmes très onéreux. Et ensuite, avoir l'arrogance de penser, si nous fabriquons des drones en Allemagne, ils doivent être assistés par l'IA et aussi chers que possible. Donc ils sont de toute façon extrêmement chers la plupart du temps quand c'est fabriqué ici, mais avec assistance IA. Et ceci et cela et ce gadget, et il faut encore ça en plus. Et peut-être qu'il devrait aussi être lancé depuis une sorte de rampe de lancement ou quelque chose comme ça, au lieu que nous les lancions nous-mêmes depuis le sol. C'est ce que les Ukrainiens doivent faire. Oui, c'est la mentalité allemande, et je pense qu'il faudra encore un peu de temps pour s'en débarrasser, mais comme je l'ai dit, il y a maintenant des instructeurs sur place. Là, 2 Su-57 ont vraiment été endommagés récemment. Il s'agit d'une attaque que j'avais incluse dans le rapport de situation, je l'avais effectivement noté tout à l'heure, mais je ne l'ai pas mentionné en raison du manque d'informations. Il y a eu une attaque contre un aéroport russe, où se trouvaient des Su-34 et des Su-57. Le Su-57, il faut s'imaginer, c'est l'un des chasseurs de nouvelle génération du côté russe, il est censé posséder des capacités furtives. Il est censé être un très bon avion, nous l'avons déjà examiné plusieurs fois, j'ai même fait une vidéo dédiée à ce sujet, je crois que c'était la 4e ou la 5e vidéo, c'était à propos de cet avion. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est un objet de prestige pour la Russie, un avion très cher qu'ils ne veulent qu'on pas perdre et qu'ils n'utilisent qu'on pas activement en Ukraine. Ils volent près du front avec d'autres avions, mais pas celui-là, par crainte que les Ukrainiens l'abattent. Ils l'ont donc déplacé très loin, puis encore plus loin après que les Ukrainiens ont reçu les attaques MS et Storm Shadow. Mais il y a eu une attaque contre un aéroport, ou plutôt une base aérienne, puisque nous parlons en termes militaires, où se trouvaient des Su-57. Il existe une photo avant-après que je n'ai pas, mais je vais la décrire. Sur la photo d'avant, les avions sont garés à leurs emplacements habituels. Sur la photo d'après, on voit quelques débris, mais rien qui permette de dire qu'il s'agissait d'un avion. Ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait aussi être autre chose, oui. Cela pourrait aussi être un véhicule terrestre touché, ou un Su-34 présent. Cela peut être n'importe quoi. Comme il manque encore des preuves, j'attends avant de me prononcer. Elles figureront dans le rapport demain ou après-demain. Ne serait-il pas logique que, comme je l'ai déjà dit, la Russie joue le tout pour le tout si elle ne veut pas perdre ? Imaginons qu'en 2032, la guerre se poursuive et que « all-in » signifie une mobilisation totale. Comment l'OTAN réagirait-elle ? Je pense qu'elle ne réagirait pas vraiment, à part par de l'indignation. Mais une mobilisation du côté russe est extrêmement impopulaire. Igor Girkin a récemment déclaré qu'une mobilisation maintenant serait inutile. Selon lui, si cela avait été fait plus tôt, cela aurait pu influencer le front, mais aujourd'hui, cela n'aurait plus d'effet.
Je veux dire, imaginez que la Russie mobilise d'un coup un demi-million d'hommes. Où ou avec quoi vont-ils les équiper? Premier problème, qui paie tous ces gens? Deuxième problème. Troisième problème, comment approvisionner tous ces gens? Beaucoup de secteurs du front manquent déjà d'eau. Comment prévoit-on d'approvisionner 500 000 hommes supplémentaires? Même si cela n'avait pas d'importance, on formerait ainsi un groupe de personnes forcées, présentes contre leur gré, contraintes de participer non pour défendre leur patrie, mais pour mener une guerre d'agression. Cela veut dire qu'ils sont déjà démotivés, parce que s'ils ne partent pas pour tout l'argent qu'ils reçoivent actuellement, ils n'iraient pas non plus pour plus d'argent, et encore moins pour moins d'argent. Et pourtant, ils recevraient non moins d'argent. Ils partent dans cette guerre d'agression sans réelle motivation et ne partagent pas le même ressenti. Beaucoup au front pensent simplement protéger la Russie. Mais eux ne le penseront pas, car ils ont été mobilisés, ils veulent survivre, on peut bien l'imaginer. Et ensuite, on se retrouve avec un grand nombre de personnes qu'il faut d'une manière ou d'une autre approvisionner, ce qu'on n'arrivera probablement pas à faire, ce qui va bien sûr encore plus affecter leur morale. Ensuite, ils sont entourés. C'est plein. Ils sont démotivés, ce qui entraîne de nombreuses conséquences négatives. D'abord, la mobilisation est très impopulaire en Russie. Ils ne seront donc pas performants au front. Et à la fin, on se retrouve avec une foule de gens qu'on a là, qu'on ne peut pas prendre en charge et qui sont tout simplement en colère. Et bien sûr, c'est difficile du côté russe. Donc, comme je l'ai dit, jusqu'à 45, je vais répondre aux questions. Ce seront alors les dernières questions auxquelles je répondrai. Comme je l'ai dit, je pense que concernant Alan, Im- peut-être qu'ils le feront, mais ça n'aura pas de sens. Je pense qu'ils le savent. Je les vois plutôt lancer des menaces ou chercher à sortir de cette guerre d'une façon ou d'une autre. Honnêtement, je ne pense pas non plus que cela ira jusqu'en 2032. À propos de la flotte de la mer Noire. Qu'est-ce qu'il en reste, en fait? Il y a aussi une liste que je vais essayer de partager sur Telegram si j'y arrive. On y voit effectivement l'état actuel de la flotte de la mer Noire. La liste est d'ailleurs plutôt bien tenue à jour. Avec la flotte de la mer Noire, vous pouvez voir comment elle est actuellement organisée, quels navires sont en service, lesquels ont été coulés ou gravement endommagés. Peut-on éteindre un incendie aussi vaste qu'un dépôt de pétrole? Oui, c'est possible, avec les moyens appropriés sur place, à signaler au site concerné. Peut-on pomper le pétrole restant? On m'a dit que ce n'est pas faisable. On m'a dit que c'est possible pour les installations non touchées, mais pomper du pétrole d'une installation en feu est évidemment problématique. Je pourrais l'imaginer, mais je trouverais ça idiot. Mais comme je l'ai dit, pour les endroits non touchés, théoriquement, d'après ce que j'ai pu entendre, oui. Attaquer des postes d'aiguillage à la frontière avec des drones serait tout à fait possible. Combien de temps cette guerre va-t-elle encore durer et combien de temps la Russie, l'Ukraine ou l'UE pourront-elles se le permettre? Je pense qu'il faut dire clairement que l'UE peut certainement se le permettre. L'UE aurait pu faire bien plus et économiser beaucoup si elle avait soutenu massivement l'Ukraine dès le début. La guerre aurait peut-être pris une autre tournure. Ähm, La Russie, la question est de savoir combien de temps la Russie peut se le permettre. La Russie peut se le permettre aussi longtemps que le peuple en aura encore envie. La question est bien sûr de savoir combien de temps cela va encore durer. Le plus grand ennemi de la Russie n'est pas qu'elle fasse faillite ou qu'elle perde la guerre au front. Le plus grand ennemi de la Russie, c'est son propre peuple, qui en aura un jour assez. Comme je l'ai dit, un salaire moyen de 800 euros, et si le beurre coûte alors 67 euros, c'est évidemment déjà difficile. Et ils endurent déjà beaucoup, il faut le dire. Le peuple russe endure énormément de choses. Et ils sont encore en grande partie pour la guerre et la soutiennent. La question, bien sûr, c'est combien de temps ils pourront encore supporter tout ça. On le voit avec Trabzao. La guerre est tolérée tant qu'on peut nager au port, mais si les vacances d'été sont gâchées, ça ne va plus. Oh non. Plus d'1 million de Russes sont tombés en Ukraine. Ils s'en fichent. Le port pétrolier est pollué. Problème, on ne peut plus nager avec l'enfant. Oui, c'est ainsi qu'il devrait à se l'imaginer.
Je pense donc se le permettre. Mm. La Russie se le permettra aussi longtemps qu'elle le voudra. Le Kremlin voudra poursuivre cette guerre. Ums. Jusqu'à l'épuisement, jusqu'au bout. À votre avis, comment va se terminer l'opération spéciale ? Difficile à dire. Je suis l'origine de ton désir. Vous savez, les spectateurs qui sont là depuis longtemps savent ceci. Quand je fais une déclaration, elle se réalise à 99%, mais mes déclarations concernent généralement 1 ou 2 semaines. À l'avance. Nous l'avons vu lors de la bataille de Bakhmout. J'ai aussi annoncé l'attaque du groupe Wagner un jour avant qu'elle n'ait lieu, en disant qu'elle allait arriver. Et ensuite, nous avons vu la marche de la justice le lendemain. Ce genre de choses, ça fonctionne très bien. J'ai un QI de 136 et tout ce qui va avec. Je ne dirais pas que c'est un talent, mais j'ai la capacité innée de reconnaître assez rapidement le lien entre l'action et la réaction. Et différents scénarios assez rapidement, de pouvoir les rejouer et les évaluer. Sur 2 semaines, par exemple. Mais je ne sais pas quand la guerre en Ukraine, ou plutôt quand elle prendra fin. Je peux difficilement l'estimer, car il y a énormément de facteurs que nous ne connaissons pas, et qui peuvent surgir de nulle part et, bien sûr, compliqueraient tous les calculs. C'est difficile. Il reste encore 35 questions. Quel était votre avis ? Écrivez-le dans les commentaires. Dois-je encore répondre à quelques questions ? On va voir. Dois-je encore répondre à 10 questions ? Là, nous avons une limite de questions et plus de limite de temps. Si vous voulez que je réponde encore à 10 questions, mettez des réactions en commentaire pour me le dire. Je vais boire une gorgée en attendant. Je viens de lire dans les commentaires que le live ne sera pas quotidien. Un spectateur préfère les shorts quotidiens, ce que je comprends. C'est aussi le principe de la chaîne. Je continue aussi avec les shorts. Les rapports de situation habituels ne disparaissent pas non plus. Un tel stream aura lieu 1 fois par semaine. Je vois beaucoup de oui. On va donc faire 10 questions de plus si la communauté le souhaite. Je fais tout pour la communauté, vous le savez. Vous êtes aussi important pour moi que vous l'êtes pour vous-même, même si nous sommes ici tous les jours. Super ici, Albuc, la meilleure équipe de tous les temps. On le voit aussi grâce à l'algorithme YouTube. Exactement, je l'ai déjà. Elle ne compte pas. Passons aux 10 suivantes. À quel point les grandes puissances réussissent-elles au XXIe siècle à l'ère de l'IA et des drones ? La Russie comme les États-Unis semblent manquer leurs objectifs et revoir leurs attentes à la baisse. Je ne dirais pas que cela vient des grandes puissances en soi. Je pense plutôt que cela tient simplement à l'état d'esprit de ces pays. Le Kremlin, pas la Russie. Le Kremlin est une entité empreinte d'une grande arrogance. Ils sont les plus grands, ils sont les meilleurs, ils ont ce qu'il y a de mieux, et ainsi de suite. Nous voyons la même chose du côté des États-Unis, surtout sous le gouvernement MAGA. Et je dirais qu'il y a une sorte de grande naïveté. Hein ? Et ils n'arrivent pas vraiment à s'en défaire. Et c'est pourquoi ils s'accrochent à d'anciens objectifs, à d'anciennes doctrines, à d'anciens plans. Et il faut bien sûr aussi dire que, dans certains états-majors de direction et de conseil, il y a aussi des gens qui n'ont tout simplement aucune idée. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Par exemple, en Allemagne. Si je dis que je suis expert militaire, je peux simplement l'affirmer. Il n'existe pas de certificat d'expert. Il n'y a rien qui atteste que cet homme est vraiment un expert militaire. Je peux simplement le prétendre. Je pourrais travailler comme expert militaire. Imaginez un peu, c'est juste pour donner un exemple. Je me mets à mon compte, je dis que je suis expert militaire et j'ouvre une société de conseil. Et pour cette société de conseil, je passe bien sûr 1 ou 2 examens de consulting. Il existe déjà quelques examens préalables pour le consulting et oui, simplement des compétences qu'il faut avoir pour pouvoir exercer, surtout en tant qu'indépendant. Mais théoriquement, tout le monde peut quand même le faire. Et même si je n'y connais rien en matière militaire. Et maintenant, j'y vais et le gouvernement fédéral m'embauche et me pose des questions. Maintenant, par exemple, en tant qu'homme de 60 ans qui a eu une carrière extrêmement brillante à la Bundeswehr, qui a gravi les échelons ou quelque chose comme ça, et puis vous me demandez mon avis sur la technologie des drones.
Je ne connais rien à la technologie des drones, parce que ça n'existait pas encore ces dernières années. Ce que je connais était un grand, porté avec quelques missiles et volait en Afghanistan. C'est l'idée. Et puis il dit l'IA, c'est de toute façon un truc bizarre que personne ne connaît, et qui de toute façon ne s'imposera probablement pas. Et les drones, ils doivent être grands, et ils doivent, je ne sais pas, être pilotés depuis Rammstein et tout ce genre de choses. Et les petites drones et tout ça, ce n'est qu'un phénomène. On l'a entendu aussi au début. Regardez combien d'anciens généraux de la Bundeswehr ont dit que ce n'était qu'un phénomène. Les drones, on pensait les voir bientôt puis plus du tout, mais maintenant ils sont omniprésents. Propagation jamais vue, oui. En Occident, beaucoup de personnes, surtout des conseillers, occupent selon moi des postes qu'elles ne devraient vraiment pas avoir. Oui, et le problème surtout en Occident, c'est qu'il manque, je dirais, la confiance envers les jeunes, à mon avis. On mise beaucoup sur les méthodes éprouvées, ce qui pose un gros problème pour innover en temps de guerre, alors que ce principe est pourtant si simple. Si je veux être progressiste, alors je ne dois pas m'accrocher aux vieilles choses, oui. Si je veux toujours être parmi les premiers, alors je dois aussi faire en sorte d'être parmi les premiers et ne pas dire « Ah, vous savez, il y a 20 ans, on faisait comme ça ». Alors ça devrait encore bien fonctionner. On l'a vu lors des affrontements entre l'OTAN et les pilotes de drones ukrainiens. L'OTAN a perdu 2 fois. Un hasard? Je ne pense pas. Quel est le taux de désertion des deux côtés? Difficile à dire sans chiffre précis, mais il y a des désertions des deux côtés. Je pense que c'est un peu moins qu'au cours des dernières années, honnêtement. Mais surtout du côté ukrainien, cela concernait beaucoup certaines unités spécifiques. On peut le dire comme ça. Et du côté russe, je dirais que c'est sur l'ensemble du front, à l'exception de Kherson, assez similaire. Je dirais que la proportion de soldats qui désertent est à peu près la même. Chez les Ukrainiens, c'est généralement comme ça, on parle de telle ou telle unité. Par exemple, à l'époque, la 155e, brigade d'infanterie mécanisée, qui avait un taux de désertion très très élevé. Parce qu'ils ont été constitués, envoyés directement au front, avec un manque de formation, un manque d'équipement et tout ce qui s'ensuit. Ils pensaient être sacrifiés immédiatement et n'ont pas reçu de soutien de drones, pourtant essentiel dans cette guerre. Il y a beaucoup de déserteurs. Il faut bien sûr dire que cela dépend plutôt des unités. Une fois que l'unité est formée, chez les Russes, je dirais que cela se passe plutôt sur l'ensemble du front, à l'exception de Kherson. Et il est actuellement difficile de répondre à cette question. Les deux camps gardent bien sûr le silence autant que possible à ce sujet. As-tu des informations sur le risque que les pipelines cessent de fonctionner s'il n'y a pas de capacité de stockage? Est-ce que cela pourrait arriver? Je n'ai pas d'informations à ce sujet. Est-ce que cela concerne l'extraction en direction de l'Europe ou bien l'extraction à l'intérieur de la Russie? Parce qu'à l'intérieur de la Russie, il y a un réseau de pipelines qui est aussi construit comme un système en anneaux près de Moscou. Des sources alimentent ce pipeline et elles ne vont pas s'épuiser là-bas. Mais bien sûr, c'est différent pour d'autres pipelines. Là, c'est évidemment un peu plus difficile. Mais d'après ce que je sais, ce n'est pas quelque chose que nous verrons dans un avenir proche. Il faut encore que beaucoup de choses se passent pour cela. Combien de mortiers blindés la Bundeswehr possède-t-elle et combien pourrait-elle en donner à l'Ukraine? Je ne connais pas le nombre exact. Consultez le site de la Bundeswehr. La Bundeswehr propose sur son site d'information d'excellents articles sur chaque système d'armes, leur nombre et de nombreux détails. Toutes les informations pertinentes y figurent. Combien on pourrait en donner en soutien, c'est bien sûr une bonne question. Comme je l'ai dit, moi je ne connais pas le contingent exact en ce moment. La question est bien sûr de savoir combien il serait logique d'en donner à l'Ukraine et s'ils en ont vraiment besoin. Mais je pense qu'ils ont besoin de presque tout, dans tous les domaines. Pensez-vous que le pont de Kertch tombera prochainement? On parle bien de ce pont ici? Je ne le pense plus. Le pont de Kertch, on aurait pu le faire sauter il y a 2 ans. Cela aurait eu du sens à ce moment-là. Que font les Russes ici? Donc ils ont ici un pont, par lequel passe par exemple un train, et ils transportent du diesel ou du pétrole. Et en même temps, il y a des ferries qui font la navette ici, et le train s'arrête aussi là.
Ils laissent alors les wagons citernes, donc les wagons à pétrole, et ceux-ci sont ensuite transportés de l'autre côté par des ferries, puis pris en charge par un autre train. Ces ferries ont presque disparu après avoir tous été attaqués. J'ai signalé que le dernier l'a aussi été dans le rapport il y a environ 1 semaine et demie. Cela veut dire que le train est la dernière chose qui peut encore passer ici et approvisionner le reste ici. Le problème auparavant pour les Russes, c'était qu'ils approvisionnaient tout le front sud par cette ligne de chemin de fer, y compris les camions citernes qui circulaient ici comme sur une route, ce qui est très laborieux. Il faut beaucoup de personnes, de camions et de capacités. Il n'y avait pas de voie ferrée. Mais maintenant, les Russes ont pu terminer leur voie ferrée il y a quelques années, qui va d'ici de Rostov en passant par Taganrog, par Mariupol et ainsi de suite, et ils approvisionnent aussi par ici. Cela signifie que si les Ukrainiens faisaient exploser ce pont, les Russes approvisionneront désormais par voie terrestre, donc l'avantage stratégique de destruction n'existe plus vraiment. C'est-à-dire, c'est compliqué. La seule autre raison pour laquelle cela vaudrait la peine, ce serait si les Ukrainiens, comme en 2023 par exemple, lors de leur offensive d'été, tentaient ici, par une offensive terrestre, de diviser le front. Et ainsi aussi l'approvisionnement terrestre, alors on pourrait attaquer le pont et justement détruire l'approvisionnement de Junt. Mais cela n'arriverait pas ici. La zone autour de la ligne soviétique est à peu près la zone la mieux fortifiée ou protégée, en ce qui concerne les bastions, du côté russe dans l'Ukraine occupée. Donc je ne pense pas qu'il se passera quoi que ce soit là-bas. Peut-on prévoir quand l'approvisionnement en pétrole en Russie va s'effondrer, puisque la raffinerie doit désormais être touchée presque quotidiennement? Y aura-t-il aussi des effets significatifs à l'avenir? Oui, car ce n'est pas forcément prévisible. Que se passe-t-il s'ils n'obtiennent plus autant de pétrole? Alors on verra à nouveau de longues files d'attente aux stations-service, comme la dernière fois, pendant des semaines. Et ensuite, il n'y a presque plus rien qui change. La Russie peut aussi importer du pétrole. Et la Russie le fera aussi. Et vous le verrez. Si un jour la situation devient vraiment mauvaise, ils importeront aussi du pétrole. Et le pétrole qu'ils importent, ils vont le raffiner à nouveau. Et s'il n'y a pas de raffinerie, alors ils importeront simplement des produits finis. Et ils le feront aussi. Donc je pense. Rôle pour l'armée, oui. Si cela arrive, on verra d'abord ce qu'il reste à faire. Fournir des huiles, remarquablement. C'est importé, et même si ça ne devait plus fonctionner, ce que j'ai du mal à imaginer, alors l'approvisionnement deviendra difficile. Ils s'effondreront. Combien mets-tu personnellement pour la chaîne chaque jour? J'aimerais une aide pour le budget. C'est une bonne question, mais je ne peux pas répondre directement sans un calcul rapide. Ça change chaque mois, ce sont surtout des dépenses mensuelles. Si ça t'intéresse, je peux tout simplement le poster sur Telegram et l'épingler en haut, ou alors je l'écris dans les commentaires, dans les légendes ou quelque chose comme ça. Lors du prochain stream, je vous l'apporterai. Vous aurez alors quelque chose de précis et transparent. Si les Ukrainiens tirent en des bouteilles de vodka au lieu de grenades, est-ce une guerre chimique? Non, ce n'est pas le cas. Comment la Biélorussie va-t-elle s'impliquer d'une manière ou d'une autre dans cette guerre? D'ailleurs, c'est la dernière question. Parfait. Il est 10 heures. Oui, je ne pense pas. Donc je ne pense pas que la Biélorussie attaquera. Je ne pense pas qu'ils vont s'impliquer activement dans cette guerre, parce que nous voyons, ou surtout vous voyez vous-même, comment va la Russie. Vous voyez vous-même que la Russie, depuis 1350 jours, non. Depuis 1530 jours, n'avance plus. Vous voyez de quelles sanctions la Russie souffre, comment est la vie en Russie. Et Loukachenko sait lui-même que s'il intervenait activement ici, avec sa soi-disant petite armée, les Ukrainiens sont d'abord préparés ici, avec plusieurs lignes de défense. Et deuxièmement, il n'irait pas loin. Troisièmement, il craint que l'Ukraine n'envahisse son pays. Quatrièmement, il refuse pour lui-même l'évolution qu'il observe en Russie. Ce serait sûrement une perte de pouvoir. Bien, c'est tout. Je dirais donc merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, comme toujours. Très cool. Très cool. Objectif atteint. Merci pour votre soutien exceptionnel. Je lis dans les commentaires
Le troisième dimanche de l'Avent est déjà passé. Oui, une nouvelle collecte de dons avec Ukraine Hilf Berlin arrive bientôt, comme auparavant. Restez à l'écoute. À ce moment, je peux juste dire, c'était super et agréable, ça m'a plu. Vous avez vu mon chien, lui aussi s'est amusé, jusqu'à ce qu'il entre après que quelqu'un ait sonné. Je remercie comme toujours tous les abonnés, membres de la chaîne et l'Algo Crew. Un grand merci tout particulier va au lieutenant-colonel René Kess, à Relative Berlin Meyerhofer, qui font partie des plus grands soutiens de la chaîne, du moins financièrement, et que je vois aussi régulièrement dans les commentaires. Vous avez tous déjà reçu votre médaille, si ce n'est pas le cas, écrivez-moi un email. L'adresse email est warandtactic@gmail.com. Elle est également indiquée dans mes mentions légales. Alors je dirais que ceux qui ont fait aujourd'hui un don de plus de 20 €, pouvez-vous tous m'écrire un email également, comme je l'ai dit à l'adresse suivante. tactic@gmail.com. Le don le plus élevé a déjà une médaille assurée. Maintenant, encore une fois face à la caméra, et pour les autres, il y en aura simplement un qui sera tiré au hasard. Ici, il s'agit de... cette médaille. Alors, comme je l'ai dit, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était super, c'était amusant. J'espère que vous serez à nouveau avec nous la prochaine fois. À l'avenir, nos rapports de situation quotidiens reprennent, sauf le samedi. Le dimanche, il y aura des directs, sauf le prochain, car je serai absent jusqu'à mercredi. J'ai cependant prévu quelques vidéos de remplacement très intéressantes. Au sujet des vidéos de remplacement, puisqu'il s'agit de drones, regardez absolument celles sur leur développement que j'ai publiées récemment. Il s'agit de drones chinois. Il s'agit de près de 100 drones qui sont lancés en 2 minutes, forment un essaim de drones, peuvent accomplir plusieurs tâches simultanément, puis prioriser et attaquer différentes cibles. C'est vraiment très intéressant. Regardez la vidéo et n'hésitez pas à me soutenir. Merci de m'avoir écouté, merci aux abonnés, membres de la chaîne, à l'équipe ALGE, et un remerciement spécial au lieutenant-colonel René Kessler, Dietrich Belli et Meyerhofer. Abonnez-vous, likez et commentez. Et à bientôt pour le prochain point de situation.